Bonjour à tous. Bonsoir, messieurs, dames. Gna gna gna, Comment bonsoir, ça gna va? gna gna. Et oui, là maintenant, quand Délétherme commence, le ciel est noir. Nous ne voyons plus le ciel, nous ne voyons plus le bleu. Ah là là, c'est fini. Comment allez-vous? Comment allez-vous déjà? Ça faisait, Bon, ça faisait 2 semaines que nous nous étions pas vus. ouais. Et avant qu'on commence, je fais une petite liste de remerciements pour les derniers Oui. followers. Donc merci à Gomlin Nounours, Guigui Mirambo, Bisounar, Gigi Bébast, Myrtille, Nwin Liffort, Eléa Paga et enfin Valérien Chasserio. Merci à vous tous d'avoir follow. Merci à vous tous. Ouais, on a eu une énorme vague d'un coup, c'est assez surprenant, mais ça fait énormément plaisir. Ah, c'est pas En tout surprenant, c'est cas, parce qu'on est super. ah là là, nous sommes humbles, hein, toujours. L'humblitude est présent ici. Et évidemment, si Julien, Oui, au revoir. Au revoir, l'ours. C'était un plaisir de t'avoir connu. Oui, t'as plus ta caméra, mais oui. Coca lâché, Ouais, je pense. parce que moi je vois ma caméra encore et tout. Non, mais là, elle est revenue, mais Ok. pendant un moment, t'avais plus ta caméra, il y avait plus ton son, donc ça avait lâché, oui. Bon bah Ça je commence vois tout ça bien, mais bien. ça commence très très bien. Les problèmes Classique. du côté d'ours, c'est pas un live classique sans un problème de mon côté. Si jamais depuis la reprise du live, je sais pas si c'est le cas directement en live. J'ai juste l'impression que j'ai Ce l'impression que le n'est son qu'un au sur revoir, on est Spotify est d'accord. un peu fort, c'est pour ça. Ah bah, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Oula, je t'entends plus. Ah, allô? Oui, là, je t'entends. Ok. J'espère que je vais pas trop lâcher. Je disais, j'ai l'impression que sur le retour du live un peu, la musique est un peu forte. Ah, je peux baisser un peu. Hop là. On va voir après. Parce que Bah, vraiment, dites-nous je si c'est un peu l'entendais fort. quasiment au même niveau que. Oh, mais- Hop là. De toute façon, les problèmes techniques en début aussi, c'est un classique, j'ai envie de dire. On est d'accord, je vais la Que remonter sur un un peu. délétance. C'est ça. Et n'oublie pas une chose, la musique que tu entends, c'est... elle passe par mon micro, Oui, donc oui, tu non, l'entends non, plus mais fort. j'ai mis le retour du live aussi un peu Mm. pour voir. J'ai mis le retour du live, c'était pour ça, et j'entendais vraiment fort sur le live, c'est pour ça. Ouais, ça dépend des musiques qui passent. Bon, Oui, en tout cas, aujourd'hui, 22e délétherme, je te propose que, sans plus attendre, nous lancions le sujet. on fait pas d'abord la petite présentation et tout, habituelle? Ah oui, il faut le faire, en effet. Tu veux que je le En fasse? effet. Tu te sens de le faire ou Pas de souci, je peux le faire. moi ça dépend, je veux bien le faire, mais j'ai peur que les sauts de connexion. Je vais le faire. Je vais le faire. Écaté, je vais le faire. Vas-y, Hop vas-y, là. vas-y. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Délétherme. Délétherme, c'est une émission qui parle de JDR, de sujets sociétaux autour du JDR et qui dérive souvent sur plein d'autres sujets. Délétherme est une émission qui vous garantit que les sources ne sont pas vérifiées. On parle avec notre cœur et sur les connaissances que l'on a. N'hésitez pas bien sûr à rebondir sur ces dernières en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit cœur et à partager la vidéo, ça nous aide énormément. Et sur ce, je vous propose de découvrir sur quel thème nous allons être aujourd'hui, car nous ne choisissons pas le thème, il nous est
données de manière aléatoire. Alors, MJ, lance un nouveau sujet. Oh, tu vas l'aimer. La place des animaux en jeu de rôle. Ah, en effet, ça c'est un sujet Ah, qui me parle et qui me plaît, ça. Ah, c'est dommage parce que je En sais qu'il y en a qui auraient aimé ça. Je vais changer un petit peu le titre de. Changer un petit peu le titre pour mettre dans le titre. J'ai dit Ouais. beaucoup de titres, un peu de temps, mais vous avez compris, non? Titre. Change le titre. Titre. En effet, donc, on Je va suis un peu parler sous-ex, des non? animaux. Je suis un peu sous-ex, Là, là. t'étais sous-ex. Mais là, c'est bon. En tout cas, donc, on va parler des animaux. Donc, on va parler de la place qu'ils peuvent avoir au sein du jeu, quelle importance ça peut avoir en tant qu'ennemi ou au contraire en tant qu'allié, l'intérêt scénaristique d'avoir des animaux, les familiers, qui sont un grand, on va dire, une grande thématique du jeu de rôle, et je pense qu'on va parler un petit peu aussi Oui, de mille feux. des animaux dans l'assiette en jeu de rôle, parce que forcément, il n'est pas rare que nos personnages se retrouvent à chasser et à devoir manger des animaux. Donc on va parler un peu de tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Il n'est pas sûr que l'on puisse parler de tout en 2 heures, parce que là, on est vraiment sur un très très gros sujet. Et tu le vois, je trouve que c'est un sujet beaucoup plus court que les dés, par exemple. Ah ouais? Ah oui, clairement. Déjà, Oui. on peut commencer par une chose, c'est est-ce que les animaux, quand on fait du bestiaire de jeu de rôle, c'est pas genre le truc qui revient tout le temps, notamment dans la fantasy. Je pense qu'on a Bon, tous je affronté suis des loups désolé, dans des œuvres de petite fantasy. coupure. Ah, oh, putain, c'est pas que ça coupe. Hop là, de mon côté. La connexion est horrible ce soir. Putain, On n'entend plus l'ours. qu'est-ce qui se passe? Mako est aussi nul à chier ce Non, soir. c'est pas toi, eux ils t'entendaient, c'est moi qui t'entendais plus parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton sur Opera qui a fermé tous les onglets d'un coup. Ah, d'accord. Voilà, je fais une fausse manip. En- Là, c'était technique. Donc, je disais, est-ce que les animaux, c'est pas dans le bestiaire, le truc à, on va dire, tout le temps prendre, à ne jamais oublier, selon toi? Tu peux répéter ta question? Est-ce que, selon toi, les animaux, c'est le truc qui est obligatoire dans ton bestiaire de jeu de rôle, si tu préfères? Non. Ouais. Argument, Non, mais justement, je veux voir argument ton avis. 0. Ouais, parce que. Non, pour moi, les animaux, c'est Non, pas parce- obligatoire dans un bestiaire de jeu de rôle, clairement pas. Ça dépend Oui. de beaucoup trop de récurrent. de ton univers. Ouais. Et Et en parlant d'animaux, il y a un Arès qui vient d'ouvrir la porte, tel un bourrin. Je vais vite fait la refermer. Hop. Allez, mon boulot. Et pareil, encore une fois, Est-ce- les animaux de manière générale, ça dépend ce qu'on entend par animaux, encore une fois. La place des animaux dans un bestiaire, ça dépend du type de bestiaire que tu as. Si tu es dans un univers où c'est que des créatures robotiques qu'il y a, bah, la place des animaux, bah, elle y est pas. Ah, c'est pas Ouais, obligatoire. clairement. Ça dépend de beaucoup de choses. Potentiellement, tu es dans un univers où il y a suffisamment de créatures à l'extérieur pour que les animaux ne soient pas une menace et que du coup, tu n'aies pas forcément d'animaux dans ton bestiaire. Genre, Truc tout bête, The Witcher est un bon exemple là-dessus. Il y a tellement de monstres et de créatures horribles que même s'il y a des animaux, tu peux faire des séances entières où tu vas rencontrer quasiment que des monstres et pas de créatures. Où il y a beaucoup de jeux de rôle futuristes où tu vas affronter des créatures humanoïdes ou des machines pour le coup. voilà. Mais en soi, oui, dans la majorité des endroits, les animaux peuvent être intégrés dans un univers de jeu de rôle. Ça, c'est Oui, tout à fait. intéressant. Bah, disons que l'avantage des animaux, c'est que c'est facile de trouver, on va dire, facilement quand tu fais des recherches des animaux qui ont des capacités un peu intéressantes ou quoi, ou un peu inédites.
Beaucoup d'animaux servent d'inspiration pour les créatures ou les mecs qui créent des monstres. C'est assez commun d'aller chercher dans le monde animal qu'est-ce qui peut se faire. Donc vraiment, on va dire que les animaux, c'est un moyen très facile et très rapide de se faire un bestiaire. Tu peux facilement évaluer la force. Je sais pas, tu as envie de mettre des élans dans ton jeu de rôle. Tu peux facilement évaluer la force d'un élan en faisant quelques recherches. Ou le nombre potentiel de points de vie ou de coups qu'il faudrait pour le tuer. En effet, l'avantage, c'est que ça Si les... jamais, Mathilde, je te vois dans le chat, n'hésite pas à dire si la musique est un peu forte parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où, quand j'ai le retour, c'est un poil trop fort. N'hésite surtout pas à le dire. Oui, donc tu allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Globalement, les animaux, c'est une base qu'on connaît. On a des repères, on peut avoir un ordre de puissance, hein, genre un ours, c'est fort, c'est sans doute plus fort qu'une autruche. L'autruche, c'est sans doute plus fort qu'un canard, et un canard, c'est sans doute plus fort qu'un plancton. Mais on a des ordres d'idées aussi par rapport à la chaîne alimentaire, par rapport à qu'est-ce qui est un prédateur, qu'est-ce qui est un super prédateur, qu'est-ce qui est une proie, les façons dont les créatures s'alimentent, dans quel biome elles vivent, dans quelles conditions on peut les trouver, est-ce que ça peut être domestiqué? Donc tout ça, c'est l'avantage, c'est que bah, t'as pas non plus à trop rechercher pour pouvoir comprendre. Tu veux faire un peuple qui vit dans les glaces, tu peux aller t'inspirer du coup du peuple Inuit et des animaux qui les accompagnent dans leur survie. Qu'est-ce qu'ils chassent, qu'est-ce qu'ils craignent. Tout ça, tu peux y avoir facilement accès. Et l'utilité que ça peut avoir de chasser ces animaux. Est-ce que chasser ces animaux sert à se nourrir? Est-ce que chasser ces animaux sert pour un autre but? On a beaucoup prêté, quand tu vas voir par exemple dans la médecine traditionnelle chinoise ou même dans l'alchimie, des propriétés liées à des parties d'animaux ou à des organes, des choses comme ça, ou des fluides. Dans la création d'un jeu de rôle, notamment, d'ailleurs c'est principalement dans la fantasy même, on va pouvoir retrouver beaucoup de folklore et beaucoup d'idées autour des animaux et de à quoi ça sert de les chasser, de les combattre, ou au contraire de s'en faire des alliés. Je pense que on a tous eu envie en jeu de rôle et on a tous eu un personnage avec un ou des familiers, que ce soit nous ou un membre du groupe. Et dans le JDR, de manière générale, si on Mhm. parle d'animaux, à proprement parler, il y a une classe qui en ressort bien au-dessus des autres, c'est le druide. Oui, Oui, qui qui est fait. clairement le manimal de D&D. Oh la, oh la rêve que tu sens. Ouah. Alors là, tous ceux qui ont grandi dans les années 80, ils ont levé leur tête. Quoi? Il a dit quoi? Vous ne connaissez pas ce Cette qui est série qui a étrangement bien Manimal. marché en France. Voilà, c'est un détective privé qui utilise qui a le super pouvoir de pouvoir copier les animaux et se transformer en animal. Ouais. J'ai plus le nom de comment s'appelle quelqu'un qui se transforme en animal. C'est un nom. Ouais, et ça a en effet un nom. Pourquoi j'ai le mot Chandler qui me vient? Ça n'a rien à voir, un Chandler. Alors, t'as des change-formes, mais je sais qu'en effet, il y a un mot vraiment quand t'as la capacité de te transformer simplement en animal. Mais Oui. de base, c'est en effet ce que peut faire le druide. Soit il peut transformer ses parties du corps pour copier celles d'un animal, soit complètement se transformer en animal, soit faire appel à la nature de manière générale. Il y a aussi ce qu'on appelle les classes de ranger en jeu de rôle aussi souvent, qui vont avoir cette capacité d'avoir un compagnon animal en mode c'est un chasseur et c'est son compagnon de chasse. Et bonsoir Valérian, ça fait plaisir de te voir parmi nous pour la première fois en plus. Bonsoir Valérien. Moi, je- On a fait le passage de remerciements pour tous les nouveaux followers qu'on avait. Et du coup, on te remercie vu que tu es là en direct. Merci d'avoir follow la chaîne. J'espère que ça va te plaire. Ouais. Ce soir, comme tu peux le voir dans le titre, on parle d'animaux au sein du jeu de rôle. Et si jamais tu as le nom de quelqu'un qui est capable de se transformer en animal, parce que ça nous revient pas depuis tout à l'heure, et dans des termes, on ne cherche pas nos sources, n'hésite pas à le dire. Therianthotrope. Un thérianthrope, t'as dit? Un therianthrope. Ah, un therianthrope. Ok. Ah, c'est dur à dire. Bah Therianthrope. oui, c'est
C'est la thérianthropie, ouais, je crois, ouais, la capacité de transformer un animal. Ok, ouais, c'est bon, c'est de retour. Voilà. On est sur les bonnes. Donc en effet, ouais, c'est clairement le druide est clairement cet archétype dans énormément de jeux de rôle. Mais tu vois, même au-delà des druides, il y a plein de mages qui ont des capacités qui sont inspirées d'animaux ou quoi. Tu peux voir des mecs qui ont la capacité de faire des jets d'encre ou des trucs comme ça, alors que ce n'est pas forcément justement des druides ou des thérianthropes ou ce genre de choses. Vraiment, comme on disait, pour s'inspirer de vraies capacités, aller chercher dans le règne animal, c'est quelque chose d'assez facile. Ah, Un bah, truc tout bête. vas-y. Lovecraft et toutes ces créatures tentaculaires ou proches du crustacé, et rien que ça a été une grosse source d'inspiration. En fait, même si tu ne mets pas d'animaux dans ton jeu de rôle, tu peux juste t'inspirer de tellement de parties animales pour créer une créature ou alimenter ton bestiaire ou tes persos, que les possibilités sont infinies. Même la plupart des monstres que l'on voit dans les légendes des mythologies, pour le coup, sont tu découvres que soit c'est des animaux qui ont été incompris, soit c'est des chimères un peu qu'ont créé des personnes en mode alors je vais prendre ce truc de cet animal, ce Oui, truc, il y a beaucoup on dans la mélange tout et mythologie ça le donne fait qu'on ça. mélange plusieurs animaux pour plusieurs chimères, beaucoup de chimères qui font ça, ou alors des animaux mais en version gros. Genre le kraken, Oui, c'est un gros calamar. complètement. Voilà. Ou toutes les personnes, tu sais, qui sont en mode le mégalodon existe ou quoi, etc. Et qui, du coup, mettent des mégalodons dans les jeux de rôle, qui récupèrent les dinosaures aussi, qui étaient des animaux autrefois aussi, et qui le mettent. Même au-delà de tout ça, en jeu de rôle, c'est en fonction de l'époque où tu es, le personnage que tu interprètes, tu peux le mettre aussi, et tu peux l'interpréter comme un animal, plus ou moins. C'est bête à dire, mais dans un jeu de rôle comme Worm que tu as, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus dans le passé, est-ce que l'animal est plus proche, enfin, est-ce que l'homme est du coup plus proche de l'animal qu'aujourd'hui, et est-ce que tu le fais jouer beaucoup moins civilisé qu'aujourd'hui, ou au contraire, tu le joues au contraire de à quel point il s'éloigne de l'animal? Ça peut être une thématique très intéressante aussi. Alors dans Worm, qui est un jeu de rôle qui se passe au Paléolithique supérieur, au début du Paléolithique supérieur, donc en moins 20 000, quelque chose comme ça, avant Jean-Claude Van Damme. Ouais. Euh, moins 20 000 avant JVC. Euh, Ouais, d'accord, on est d'accord, ça mériterait un clip. Mais Ouais. ça va, tu t'en remets? Moi, 20 000 avant. Ah, j'imagine vraiment. Voilà, désolé, j'ai cassé l'ours. Au Moyen Âge, au Moyen Âge, il y avait déjà JVC, incroyable. Mais non, au Moyen-Âge, ils étaient à moins 400 avant JVC. Oui, c'est ça. Un peu plus, moins 600 avant JVC, on va Ah dire. oui, quand même. Quand même. Pour la fin du Moyen-Âge. Ouais. Oh la vache. Voilà. Je vous invite aussi à inventer votre propre calendrier. Et Mais bon, je... du coup, Worm se Oui, dans base Worm, aussi du beaucoup coup. sur la totémisation des animaux qu'on retrouve aussi dans les cultures amérindiennes. Et Oui. l'importance de ces animaux qui sont du coup des esprits protecteurs. Et il y a une pub, et c'est vraiment chien pile à ce moment-là. Qui sont du coup des animaux totems et du coup qui ont une importance. C'est-à-dire chasser un animal totem dans Worm, c'est un tabou. C'est interdit. Tu n'as pas Hmm. le droit de faire du mal à un animal totem, même si celui-là cherche à te déchiqueter. Dans ce cas-là, tu fuis. Le fait de blesser un animal totem, c'est le dernier des derniers recours que tu as parce que ta vie est en danger. Tu ne dois pas non plus te Et ça laisser sera tuer, pas sans mais conséquence. ça passe sans conséquence. Surtout si tu te fais attaquer par ton animal totem, par l'animal totem du clan, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Ou alors que tu es rogné par le clan. Et du coup, il y a toute une symbolique autour des esprits, des animaux et tout ça qui est extrêmement présent. Et en effet, c'est quelque chose où là, les animaux ont leur importance à l'intérieur. Et d'autant plus que c'est du coup des animaux disparus parce qu'on se passe à l'époque Ouais. de la grande glaciation. Donc, il y a des Mhm. animaux qui sont présents, qui n'existent plus à notre époque et qui ont de l'importance. Tout à fait, ouais.
Valérian C'est... qui dit quelque chose Vas-y. d'intéressant, c'est toujours cool de réincorporer la position de l'homme dans la biosphère. Ça permet de réfléchir à la position très anthropocentrée. En effet, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on a tendance à l'oublier, mais on fait partie du règne animal aussi, qu'on le veuille ou non, en fait. Super prédateur. C'est malheureusement. Ouais, voilà, on est des. Bah, j'avais vu techniquement sur l'échelle de comment ça s'appelle j'ai plus le nom, mais sur l'échelle alimentaire, on n'est pas si haut que ça en vérité. On n'est pas le sommet du tout, mais on est quand même bien haut placé. Non, on n'est pas au sommet, mais on est dans la catégorie des super prédateurs. C'est ça. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à oublier. Mais bon, rappelez-vous que techniquement, il n'y a que deux. Bah, on simplifie, mais il y a deux ordres de vivants. Il y a les végétaux et il y a les animaux. Je pense pas qu'il y ait. Humain, c'est pas une troisième variante du vivant, que vous le vouliez ou non. Non, on fait partie du vivant. Et t'as oublié aussi le troisième qui est les champignons et le quatrième qui est les divers, qui ne rentrent Oui, pas dedans, comme par exemple le c'est ça. blob, qui appartient à aucune Le des trois blob, ouais, catégories, tout à qui fait. appartient à une quatrième qui est la catégorie fourre-tout. Oui, complètement. Ouais, il y a des trucs qui sont tellement particuliers, les micro-organismes, les trucs comme ça qui sont un peu à part, ça va là-dedans. Et les champignons sont vraiment à part parce qu'on est entre l'animal et le végétal. C'est assez bizarre Ah, comme. le mycélium, c'est super intéressant. Beaucoup Ouais, de trucs autour. Mais on s'éloigne un peu des animaux, par contre. Bon, t'as des parasites tout à fait. d'animaux, Cordyceps, tout ça, toi-même, Oui, tu tout à sais. fait. Last of Us, bref. Je dis ça, mais j'ai jamais Et joué à en Last of effet, Us, mais je crois que ça tourne autour de Cordyceps, si je me trompe pas. ouais, du cordyceps, ouais, tout à fait. Mais il y a beaucoup de parasites aussi qui peuvent être exploités en jeu de rôle. Je pense même, tu as plein de bestiaires et je me souviens de vieux livres de D&D où justement ils se sont réappropriés des créatures du genre un peu proche du Ténia pour en faire des vers qui accordent des capacités contre des malus ou des trucs comme ça. Donc le parasitisme aussi, ça peut être en effet des choses intéressantes à utiliser Ouais, et à c'est réfléchir dans vos des choses scénarios de évidentes. jeu de rôle. Mais pour revenir un petit peu sur ce qu'on discutait, oui, Oui, il est très intéressant de placer l'homme dans la société, dans l'univers dans lequel tu le fais jouer. L'homme n'aura pas la même place s'il se trouve à la préhistoire, dans un univers ouais. post-apocalyptique, ou par exemple dans un Fallout. La nature, les animaux ont certes changé, mais la nature, t'as, t'as un peu perdu ta place de prédateur là dans Ouais, Fallout, hein. Si tu sors avec ta petite t'as beau combi avoir des sacs de du jambes. Volt et ton petit pistolet, tu fais pas long feu quoi dans les terres hostiles. Ouais, dans les terres désolées, c'est compliqué en effet. Mais encore, Surtout que vas-y. la vie a retrouvé son chemin dans cet univers-là. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on s'est cachés dans des et tout, Au revoir. échappations. Les animaux ont adapté et ont évolué avec les radiations et on obtient une nouvelle sphère du vivant qui est vraiment aussi intéressante. C'est a pris les animaux qu'on a aux États-Unis et paf, voilà ce que ça donne plusieurs années après. Regarde ce que sont devenus les ours, regarde ce que sont devenus les animaux qui étaient en laboratoire, comment ils ont muté. Et ça, c'est génial. Ça, dans le post-apo, on peut toujours faire en sorte à ce qu'il y ait de la vie animale et qu'elle s'est adaptée. D'ailleurs, la plupart du temps, dans le post-apo, soit tu vas affronter des humains, soit des animaux qui ont muté à cause des effets de l'apocalypse qui est arrivé, quoi. Ou alors une vie différente qui s'est formée, reprenant la place derrière, comme par exemple dans Horizon Zero Dawn, où Oh, on des sautes de a connexion. Est-ce qu'on a bien entendu ce que j'ai pas dit? très bien, mais J'ai on encore un fait saut de avec. connexion. Arrête de Ah, télécharger, ça sera c'est terrible. Je super. sais pas ce que j'ai ce soir. Faut... Laisse tes téléchargements importants de côté, hein, s'il te plaît. Ah non, je me télécharge pas. Alors demande à ta famille d'arrêter les téléchargements importants. Mais globalement, moi, voilà, comme je le disais, par exemple, il y a Je reviens sur d'autres le sources. important et j'ai la ref. Comme par exemple, comme je disais, Horizon Zero Dawn, qui est aussi une autre source où l'humanité se retrouve au milieu d'un écosystème. C'est certes plus des animaux qui sont la menace, mais ils ont bien des animaux, ils ont bien des gens qui les accompagnent avec, mais il y a aussi ces nouvelles créatures qui sont là et qui ont imposé du coup leur domination sur la planète. C'est des trucs très intéressants. Dont du Medfan, dont des trucs comme ça. Oui, il y a des monstres, mais il y a aussi des animaux qui sont importants. Pour un village,
une vache est clairement beaucoup plus importante que n'importe quelle créature que tu peux rencontrer, même si ces créatures peuvent rapporter énormément à quiconque arrive à les tuer ou qui ont des parties qui se vendent très très cher pour X ou Y raison. Mais Et même c'est ça, l'humain en effet doit être placé, l'humain ou la civilisation de manière générale, parce que là on reste sur l'humain, mais quand on est dans des univers de médiéval fantastique, il n'y a pas que les humains, et c'est là où c'est intéressant d'ancrer les différentes espèces dans leur écosystème et comment ils vivent avec leur écosystème. Genre, est-ce qu'on et fait c'est encore l'occasion de l'archétype des créer nains? des. Oui, tout à L'archétype des fait. nains, l'archétype des elfes, les amis des animaux. Réfléchir en effet à chacune des races et espèces, comment elles interagissent avec les animaux. Et on peut même jouer des espèces et des races qui, comment dire, sont en partie animales. Genre dans D&D, pour reprendre un exemple connu, les tabaxis, où tu joues littéralement des espèces d'hommes-chats, ou, Les ou des aviaires, hommes lézards aussi. oui, les hommes lézards, les aviaires que l'on peut retrouver aussi dans. C'est ça. Donc on peut aussi incarner un personnage avec des caractéristiques animales de base. Et si en plus il est druide, alors là on obtient vraiment un combo de fou furieux. Alors Dans le Valérian. scénario que j'essaie d'écrire, l'idée est que les PJ commencent l'histoire en se libérant d'une pétrification. Les joueurs vont, durant le scénario, se rendre compte du temps passé en pierre et enquêter sur comment ils ont été transformés. La résolution est qu'une zone dans les montagnes sert de lieu de reproduction de cocatrix, mais ces dernières vont être massacrées, le sang contaminant la source, inspiré par le massacre rituel de Dauphin en Norvège. J'ai Ah oublié oui. le lieu exact, c'est dans les îles Samoé. Ouais, c'est ça. Où en effet il y a un gros massacre de dauphins chaque année, assez horrible. Mais c'est une bonne idée de se baser là-dessus par contre pour un scénario, de s'inspirer Par contre, d'un au Boz, il y a rituel. les villageois. Le massacre la différence entre un Ouais, dauphin et un cocatrix, c'est ouais, vénère, hein. ils sont vénères, bravo à eux quand même. C'est les villageois, voilà, ils sont quand même un peu stank, hein. On est sur les villageois de la Mordor qui se battent contre des blés mutants là. C'est ça. Mais, d'ailleurs, sur le début, j'étais à mode, ah, mais je reconnais, ça s'appelle Dr. Stone. C'est une un très très bon manga. Mais tu vois, justement, en parlant d'univers comme ça, où l'humain se retrouve, quelle est la place de l'humain dans la nature, Dr. Stone est très intéressant. Dr. Stone, l'humanité se Oui. retrouve à une date figée, une lumière verte englobe l'entièreté de la Terre, et tous les humains se retrouvent transformés en statues de pierre. 5000 ans plus tard, on suit les aventures de Senku, qui se réveille, qui est un petit génie des sciences, et qui va du coup essayer de réinventer le monde moderne et faire réapparaître la lumière de la science à travers ce monde de l'âge de pierre, face du coup tous les dangers d'un monde qui s'est effondré. Et il y a plusieurs moments dans cette aventure où on voit le temps passer et la végétation et les écosystèmes reprendre leurs droits sur l'humanité, et c'est très intéressant. Et apparemment, Valérian s'est plutôt inspiré de The Gargoyle. Je suis dans années 90. Pour le coup, j'avoue que je ne connais pas The Gargoyle. J'ai juste entendu de nom, mais je ne sais rien de plus sur. Je ne sais même plus si c'est un film ou une série pour le coup, mais j'ai déjà vu passer en effet. Hum, Et je rappelle, j'ai 26 ans, il y a certaines rêves que je n'ai pas. je Et crois que c'est une nouvelle, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est un nouvelle ou un roman. Je sais pas si ça a été adapté au cinéma, ouais. mais sinon c'est aussi je crois que c'est aussi une série de dessins animés, mais beaucoup plus tard, c'est pas dans les années 90. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a aussi des jeux de rôle, et ça c'est très cool, où les personnages qu'on joue sont exclusivement des animaux. Je Oui, pense notamment à Odonata, qui a sorti Insectopia, voilà, qui est un jeu de rôle où littéralement ce que tu joues c'est un insecte, ou du moins une créature insectoïde, et avec toutes les caractéristiques que ça te propose. Tu as le jeu de rôle là un peu en mode film noir où tu joues des animaux aussi. Black Sad.
Plaxade, voilà, il me semble, Tu ouais, joues qui est, des animaux anthropomorphes quand même. c'est ça. Oui, mais tu vois, ça reste dans cet état d'esprit, tu vois? Ouais, mais il y a une différence entre jouer. Oui. La différence c'est assez grande parce que du coup on se retrouve. Enfin, c'est comme du Beastar. Mmh. Il y a toute la civilisation qui est derrière. Tu as juste une surcouche, c'est des hommes avec c'est pas des hommes, c'est des animaux bipèdes à la place. Ça, c'est ce que je veux dire Ouais, là. c'est vrai. On reste sur le même principe de civilisation. Rien n'empêcherait à ces espèces justement d'avoir des espèces animales qui sont à leur service. Ça serait pas Tout à déconnant. fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que en termes de personnage, ça fait que tu vas avoir des caractéristiques et des choses qui s'appuient sur l'animal que tu as choisi. Et il Si y tu as a choisi, je sais pas, dans, dans ce, d'être un homme hippopotame, voilà, tu dans as des ce genre particularités. de jeu, par contre, où tu joues des animaux, il y a Cats Mmh. qui est très Ah sympa, où tu oui! joues des chats. Littéralement, tu joues Ouais. des chats. Il y a un JDR aussi, genre, je me rappelle plus le nom, où tu joues des écureuils un petit peu tarés. C'est un peu Oui. rigolo. Ah, Euh, en effet, on en a entendu parler. je sais pas si Donjon et Chaton, tu joues des animaux ou pas. Mmh, bonne Je question. crois. Je crois que tu joues des animaux. T'as le jeu de rôle où tu incarnes des petites souris dans. Des petites souris un peu mousquetaires et tout ça, et qui affrontent le monde, et du coup, tout adversaire est très vite gigantesque. Genre, par exemple, si tu te retrouves face Ah à oui, un. le jeu de plateau là qu'on avait essayé une fois, ouais, je m'en souviens, Non, pas où, celui-là, c'est vraiment un jeu de rôle ah, c'est un qui est autre, autour de ça que OK. j'avais fait à une époque, mais je crois que Donjons et Chatons, tu joues des animaux justement aussi. OK, Oh, OK. t'as My Little Pony aussi, où tu joues des poneys. Oui. J'y avais pas pensé en effet, mais le My Little Pony, c'est le cas. Donc tout ça, où du coup, en fait, là, tu bascules la vision, en effet, parce que tu incarnes l'animal, tu incarnes le Ouais, personnage, mais tu gardes en général quand même une petite surcouche dans la plupart des cas où tu as la surcouche sociétale qui te permet de te raccrocher à l'univers. Dans Cats, oui. non. Cats, tu joues vraiment un chat, t'as des pouvoirs, t'as des archétypes, mais t'es un chat. C'est un peu comme si tu jouais à Stray, mais en JDR. OK. Pour le coup, je n'ai jamais vu, Cats et je ne connaissais pas avant que tu le cites pour le Si coup. t'as l'occasion là de taper, tu Mais, verras en plus la couverture, elle est incroyable. Je sais pas, si je peux je vais essayer de vous la montrer. ouais. Alors et puis bon, vu, à quel point les gens aiment les chats maintenant, ça doit pas être dur de trouver des gens qui seraient chauds pour jouer à ça. Ah, Cats la mascarade, je Oui, viens de voir, oui, c'est c'est ça. vrai. Donc petite référence à Vampire en plus à côté. C'est vrai qu'elle est très jolie cette couverture pour le coup. Ça vaudrait le coup de voir un peu à quoi ça ressemble en effet. J'ai l'occasion, faut que j'essaie. Voilà, je vous montre Cats. Voilà. J'adore parce que t'as vraiment le chat triomphant. Regardez-moi, je suis le chat, je suis là. Faites-moi maintenant, apportez-moi mes papouilles humains. Et du coup, tu joues Ah, vraiment franchement, des faut que chats j'essaie. dans la ville et tout ça. Donc c'est très intéressant d'avoir ce retournement de vision où du coup tu es l'animal et c'est le monde autour de toi qui s'adapte à ton jeu. Et donc ton jeu s'adapte aux enjeux que représente le fait d'être un animal. Et ça, c'est très très intéressant. Oui, parce que ça nous sort des enjeux classiques en fait. On va être sur des enjeux qui paraissent moins importants de notre point de vue d'humain, mais qui pour eux sont beaucoup plus importants, voire vitaux tout simplement. J'ai l'impression aussi que souvent ces jeux de rôle où tu vas jouer des animaux sont beaucoup plus souvent tournés autour de l'humour aussi. Ce sont très souvent des jeux de rôle à très forte teneur humoristique. Rien que le jeu de rôle des écureuils dont tu m'as parlé, il est connu pour être très très absurde normalement ce jeu. Tu vas aller le chercher d'ailleurs. Insectopia lui par contre est Tu vas aller beaucoup chercher moins par contre comment dire le jeu. Ouais, Insectopia par contre, je connais un peu moins du coup le ouais lore et ouais. tout ça, mais je crois que c'est un peu plus.
Bah, t'as quand même un peu ce côté, un peu anthropomorphisé au niveau, des créatures que tu joues quand même. Mais vraiment par contre, t'as encore une fois ce côté vraiment, Salut Sernan. hem, où t'as toutes les capacités de l'animal que t'as choisi qui vont vraiment déterminer tout ce que t'es. Et d'ailleurs le fait qu'il y ait Cernan, ça va être assez marrant d'en parler parce que, son jeu de rôle aussi est très tourné autour des animaux, et avec héritage notamment. Peut-être on va en parler un peu après, mais Valérian qui expliquait du coup, normalement avec des systèmes comme City of the Mist ou Legend of the Mist, on pourrait adapter la question pour être seulement des animaux. Ça va être un système facilement le nom. Peut-être pas City of the Mist Oula, et Legend of the Mist. la connexion Et ce soir, c'est pas Cernant, il y a ça, hein. Historia qui est sérieux aussi, non? Ah, bah Malheureusement, là, ouais, je vois que alors tu parles, mais que pourtant tu tout as cet l'air. après-midi c'était nickel. Je suis. Ah, c'est chiant. D'où ça vient ça? Je vais essayer de faire quelque Alors, le chose, chat, écoute, vous avez pour la chance, arranger vous ça. l'entendez, mais il n'est plus sur Ninja de mon côté, donc je ne l'entends plus, moi. Et pendant un temps, j'ai vu que vous l'avez entendu, là, il a encore disparu. Pendant qu'il revient, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Comme je disais, bonjour à Cernan. Merci d'être, de passer On ce soir. l'entend. Oui, mais là, il est plus là du tout, donc tant pis. Voici le petit jeu des écureuils, ce qu'on voit bien avec les reflets. Voilà, les écureuils attaquent. C'est un petit JDR très mignon. Beaucoup de JDR comme ça sont quand même pensés pour être joués pour des enfants ou être joués avec des enfants. Je cherchais l'illustration qui me fait rire, moi, du. Celle-là me fait beaucoup rire. On parlait de Jean-Claude Van Damme. Voilà, le Jean-Claude Van Damme des écureuils. Et du coup, ouais, vous voyez, c'est le genre de truc que peut avoir. Mais c'est vrai que beaucoup, quand on regarde, comme je disais, quand on citait My Little Pony, Donjon et Chaton, ou encore, comme là je vous montre les écureuils attaques, on est quand même sur des JDR qui sont plutôt simples et plutôt ouverts aux enfants, ou dans une volonté de simplifier ou d'amener euh, du- le jeu de rôle accessible pour les plus jeunes. Car ça met une petite distance entre toi et le personnage. Du fait que tu incarnes un animal, tu n'es pas un humain, ce que tu fais n'a pas le même impact sur la psychologie, surtout pour un enfant, que ça aurait si tu jouais un être humain. Être un chat et du coup sauter sur une souris pour la capturer, c'est pas la même chose qu'être un militaire et sauter sur un manifestant. Oui. Pas le même impact, pas la même logique. Pourtant, en soi, la scène peut être la même derrière. J'ai essayé quelque chose, on va voir si ce sera mieux pour ma connexion. On va voir. Mais c'est dommage, j'ai eu aucun problème de connexion, toute la semaine et c'est le soir du live, quoi. Je suis dégoûté. C'est plus sollicitant le live, t'as plus de choses à mettre en place Ouais. que juste de l'internet classique. Encore, moi j'ai moins de choses à faire que toi, donc ça va, mais bon. Alors, Mais du coup, t'as expliqué un peu plus le jeu de rôle avec les écureuils, j'imagine? j'ai montré quelques trucs dedans parce que on parlait de JVC tout à l'heure, et bien en fait dedans t'as un écureuil Jean-Claude Van Damme qui me fait beaucoup rire, moi. Ah, tu as raté ça, mais tu auras l'occasion de le voir lors de la rediff. N'hésitez Ouais, pas. clairement. Et pareil, les JDR où où tu as plusieurs espèces ou les univers comme dans Magic récemment, ils ont fait une extension qui s'appelle Bloomborough où tu as plein d'animaux, où tu joues du coup, où tous les êtres vivants sont en fait des petits animaux. Et du coup, D'accord. toute l'intrigue se passe là-dedans. C'est pas que. C'est-à-dire que quand tu as une personne de notre plan, un humain et tout ça, ils se retrouvent transformés en petits animaux aussi. Oh putain, Pour ceux qui voyagent entre les plans, donc c'est assez rigolo. pour les À- Planewalkers. Oui, le Planewalker. J'ai justement dans un de mes decks une Planewalker qui est en fait devenue une petite souris. Et voilà, c'est mignon. Et pareil, du coup, tu as les races de batraciens. Moi, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup les races de batraciens, honnêtement. Je trouve ça très très sympa.
Ouais. Cette ambiance amphibie, marée et tout que j'aime beaucoup. Euh, Peut-être parce qu'un des dessins animés un des dessins animés que j'adore, c'est Amphibia, qui est un dessin animé où une jeune fille se retrouve plongée dans un univers où il n'y a que des batraciens et doit Et survivre du coup dans un univers où il y a des batraciens anthropomorphes. C'est assez rigolo. Cernant Ça va, aussi, et moi donc, visiblement, aime ouais, bien je les. aime y aller. Avec Aime- Angus Proté, on se doute que tu aimes bien les batraciens. Mais t'en fais pas, on est un trio ici qui aimons bien tout ce qui est. Alors, moi, tout ce qui est reptiles, batraciens et tout, c'est des animaux que j'apprécie énormément. Après, je dis ça, mais j'aime les animaux de base. Je suis pas quelqu'un. Je veux dire, là où les gens, des fois, quand ils voient une araignée, ils sont dégoûtés. Moi, je suis fasciné par les araignées, donc. Attention, alerte second degré. Moi aussi, j'aime les animaux, mais surtout dans mon assiette. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas Voilà. habitués, c'était la fin de l'alerte second degré. Ceci était une caricature. Je dis, la caricature de ton oncle quand il fait un barbecue et que tu commences à parler d'à quel point tu aimes les animaux. Lecture de la femme de chambre argonienne sur 20. Oui, bah, oui, oui, Salut oui. Gagiel au passage. Le fameux livre Les femmes de chambre argonienne, la femme de chambre argonienne. Bah, The Elder Scrolls là, qui joue beaucoup cette carte, du coup, avec les animaux, où littéralement tu peux jouer un argonien ou un Khajiit, qui sont littéralement anthropomorphes, avec des capacités qui sont liées avec ces races-là. Ou ils ont créé un truc intéressant aussi dans The Elder Scrolls, il y a un truc qui s'appelle le Pacte Vert chez les Elfes des Bois, où ils ont joué un peu l'inverse des Elfes des Bois classiques, où ils n'ont pas le droit de toucher à la végétation, donc ils ne s'attaquent qu'aux animaux, les Elfes des Bois, dans cet univers-là. C'est ce que je trouve très sympa, de reprendre le contre-pied de comment une race est censée être évoluer avec son écosystème. C'est ça. Et du coup de modifier par exemple l'archétype des elfes qui sont en- aux animaux. Voilà. Au contraire, on ne touche pas aux végétaux, et tout ce qui touche aux végétaux, on les éclate. Exactement. Toi, Au point toi, où, l'herbivore, t'es mort. au point où ils sont cannibales en plus, les Elfes des Bois. Mais là, ça va loin pour le coup. Un petit peu loin. Mais par exemple aussi de prendre l'inverse. Par exemple, on sait que si on se base sur le nain tolkienien, on est sur Mhm. du très carné comme alimentation, mine de rien. Ouais. Pas que, mais très carné tout de même. Euh, Là où tu peux prendre du coup, imaginer totalement une espèce de nain qui est très en osmose avec la montagne Mhm. et qui du coup ne prélève que ce qu'ils ont besoin au sein de la montagne, parce qu'ils du coup dans l'osmose avec. Ce qui les intéresse, eux, c'est les minéraux, mais par contre, l'écosystème et tout ça, ils essaient de le maintenir au maximum parce que c'est important pour le bien. Pour entretenir la montagne et les grottes, ouais, potentiellement, ouais. Ça peut être une idée. Voilà, des nains Des nains écolos au lieu écolos, de nains alcoolos, ouais. ouais, en effet. Alors, oui, là, par contre, c'est vrai que préparer le jeu de rôle écureuil, si tu dois préparer les noix et tout, en effet, tu dois te les y péter, en effet, Non, mais la veille pour préparer là-dessus, la tu te fais séance. quelques petites impressions en 3D, comme ça tu peux les réutiliser Ouais, j'avoue. rapide. Mais c'est vrai que c'est un grand classique, ça, les races et espèces dans la fantasy ou dans les jeux de rôle qui vit en communion avec Ouais, la nature. une race qui est en communion avec la nature, c'est assez fréquent. Que ce soit des dryades, que ce soit des elfes, que ce soit des espèces amphibiennes qui sont du coup en accord avec la mer, les rivières, les marais, bref, qui du coup vivent dans un écosystème et font partie, et sont conscients de faire partie de cet écosystème, qu'ils ont besoin de cet équilibre. C'est souvent des races du coup qui ont cette conscience-là, la conscience qu'ils font Ouais, partie d'un écosystème et que ils ne doivent pas le dérégler. Ce qui est quasiment jamais le cas des humains dans tous les univers. oui, Les humains ont toujours ce côté capitaliste et à outrance d'exploration à outrance, de vouloir conquérir les territoires dans quasiment tous les univers. complètement, ouais. Qui n'est pas faux en soi.
Regarde, il y a un certain pays qui crée des îles artificielles pour, étendre son territoire. Nous ne citerons pas le pays. JFK, je reviens quand j'ai fini de bosser. Je me fais trop happer par le live, pas bon pour ma productivité. Restez les gens, c'est cool. Merci Allez, Cernan, bon courage. Je sais qu'il est en rush bon courage, ouais. pour préparer quelque chose d'important là, donc bon courage, Sana, Ouais, avance bien. et à plus tard si tu reviens du coup. Et merci pour ton lurk. Hop, heu je disais, oui, donc en effet, on est souvent présenté, nous les humains, comme l'espèce qui marchons complètement sur la nature, sauf quand tu vas commencer à taper justement, je vais prendre l'exemple de l'anneau unique, où tu vas avoir justement des peuplades d'humains qui se sont éloignés de tout ça. Par exemple, les hommes des bois dans l'anneau unique, c'est des hommes qui vivent dans la forêt noire des terres sauvages, qui vivent avec Radagast, du coup, et qui ont Radagast comme guide spirituel et qui vivent en communion avec la nature. Ils ont des chiens qui, littéralement, dans leur pouvoir de peuple, ils ont des chiens qui vivent à leur côté, qu'ils utilisent dans la nature. Ils ont des connaissances liées aux végétaux. C'est vraiment tout dans leur race, et là on est sur, enfin tout dans ce peuple, et vraiment on est sur des humains. On peut malgré tout utiliser des humains et en faire un peuple qui est très lié à la nature. Il y a encore des peuples comme ça aujourd'hui qui sont rares, mais qui existent. Mais bon, ça reste plus rare. Et, mais dans un univers de fantasy, notamment inspiré médiéval, on avait, je pense, beaucoup plus de villages qui vivaient en communion avec l'environnement autour d'eux qu'aujourd'hui. Alors qu'ils vivaient en communion, surtout parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire les choses. Si on se passe Hmm. sur du médiéval, tu chassais, c'était du braconnage parce que tu voulais les seigneurs. Oui, ah oui. Il n'est pas tout à fait la même chose que avoir la liberté de pouvoir Non, couper non. et faire ce que tu veux. Si tu laisses la liberté aux hommes, ils vont exploiter Hmm. pour leur confort, pour leur bien-être, pour leurs enfants. C'est normal, c'est le fonctionnement sur lequel l'humanité se base. Euh, c'est les peuples qui vont réguler, ça va être du coup sociétal. Devoir Hmm. développer via l'apprentissage sociétal. Je sais pas, il y a la musique ou non, c'est une pub. Devoir apprendre via l'apprentissage sociétal les préceptes de préserver la nature et de préserver. C'est pour ça aussi qu'à notre époque, c'est pas du tout courant et que Oui, l'écologie est un sujet qui passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Parce ouais, que c'est pas c'est pas dans l'apprentissage sociétal et on essaie de le faire entrer au fur et à mesure. Mais le fait est que ce soit à travers des classes comme les druides, des sociétés comme tu parles, qui sont un petit peu isolationnistes, il est possible de faire différemment pour des zones et pour des choses. Mais quand tu regardes dans les univers, de manière générale, de fiction, dans lesquels on retrouve des races ou dans lesquels il y a l'humanité, quel que soit l'univers, ça finit par avancer vers des jeux de pouvoir, des jeux d'intrigue, et du coup, que la partie symbiose avec la nature disparaît par la cupidité de certains. ouais, Ils prennent le pas là-dessus. Parce que comment tu veux lutter contre quelqu'un qui en a rien à foutre quand toi tu essaies de protéger les choses, c'est compliqué. oui. C'est même très souvent d'ailleurs des types de scénarios qu'on retrouve du genre les animaux, les elfes qui engagent une troupe d'aventuriers, les animaux fuient la forêt, il y a un peuple qui braconne, qui chasse, on a besoin d'aide pour redonner à la nature ses droits. C'est très commun comme style de quête. Ou des quêtes au contraire où c'est la nature qui se rebelle envers les exploitants. T'as toi-même d'ailleurs joué un personnage dans cet archétype-là avec Lily. Ah oui, totalement. C'était un personnage qui se rebellait totalement et qui, à partir du moment qui non seulement lutter contre la surexploitation et remettait dans la gueule des seigneurs que s'ils brisaient l'équilibre fragile qu'il y avait dans un écosystème, il fallait pas s'étonner qu'il y ait des problèmes après. Mais elle était aussi dans la pédagogie, dans le fait elle n'était pas dans le fait de dire que
les humains sont forcément la cause du problème. Non, et les humains ont besoin d'apprendre et de comprendre. C'est ça. C'était une race qui vivait pas assez longtemps pour pouvoir comprendre les choses. Ils avaient besoin d'être expliqués un peu plus brutalement. C'est vrai que ton perso avait un peu plus de 1000 ans, un truc comme ça, donc forcément ça y joue. L'échelle et du coup, Valérien, qui nous dit, «Je trouve que c'est dommage justement de limiter l'espèce humaine, à la forme inspirée par notre société capitaliste et une vision très occidentale, alors que la recherche anthropologique montre beaucoup plus de modèles de société». Je suis d'accord avec toi, mais le fait est Mmh. que dans la pop culture, la plupart des choses qui sont montrées sont très occidocentrées dans la vision et du coup, les modèles que l'on voit sont aussi, autour de ça. Pareil, lorsque l'on étudie l'histoire, nous vivant en Occident, on va avoir majoritairement les modèles que l'on a à travers, l'Europe, l'histoire de l'Europe, plus qu'à travers, l'histoire de l'Asie ou l'histoire du continent africain, heu, ou l'histoire de l'Amérique du Sud aussi où il y avait d'autres peuples, d'autres systèmes sociétals. C'est le problème du coup de notre éducation et du fait que la pop culture a été majoritairement poussée dans l'époque moderne par Hollywood, hein, globalement. Et aussi, Hollywood, les livres aussi, et le fait que l'Amérique est devenue la première puissance mondiale. Donc on s'est beaucoup adapté à leur modèle et à leur vision du monde, dans notre pop culture. voilà, je dis pas pour Faut autant que c'est pas une bonne chose et je suis totalement d'accord oui, sur le fait qu'il y a d'autres, mais quand on regarde dans tous les systèmes et univers à l'heure actuelle, l'univers dans lequel, par exemple, les humains seraient une espèce neutre, une espèce qui serait en osmose, ça arrive pas. Très et fréquemment, s'il y en a, et quand ça arrive, c'est des types d'humains, c'est pas la généralité. c'est ça. Ça va Euh, plutôt être un peuple à part ou ce genre de choses, comme, bah, les hommes des bois de l'univers de Tolkien, par exemple. parce que parce qu'on se base sur l'histoire de la sédentarisation de l'humanité, qui du Mmh. coup euh, est une évolution qu'on retrouve globale à travers les lieux, hein, l'apparition de l'élevage, l'apparition de la culture et de l'agriculture par la suite. Tout Oui, ça sont des choses qui apparaissent et lorsque l'on crée un monde et que l'on commence à créer des espèces sédentaires, ou que l'humanité se sédentarise, à partir de ce moment-là, il y a le début de l'exploitation autour d'eux, de la nature, pour leur bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément dans l'abus, mais c'est comme ça que se construisent la plupart des univers en se basant sur cette histoire-là. Après, des sociétés tierces peuvent se créer à part, qui vont être plus en osmose avec les animaux. Par exemple, des sociétés qui se basent sur le totémisme, sur l'animalisme, sur beaucoup de cultes et on a pris autour de la religion, qui vont du coup ancrer les éléments dans le sacré, qui va du coup faire qu'il va falloir faire beaucoup plus attention à ça. C'est hyper intéressant comme sujet. Si vous avez envie de regarder et de vous intéresser à ça, je vous invite vraiment à aller regarder les différents types de sociétés qui ont pu exister dans le croissant mésopotamien. Il y a vraiment plein de choses à regarder oui. sur l'apparition de l'agriculture, l'apparition de tout ça, et qui vont pouvoir vous orienter aussi, vous, dans comment vous voulez implanter vos espèces. Parce que souvent, on se retrouve avec l'humanité qui est souvent une espèce récente par rapport aux autres. Oui. C'est rare les univers où l'humanité est plus ancienne que les elfes, par exemple. Dans un univers où il y a plusieurs races, hein, je veux dire. Euh, Oui, mais du coup, dans un espace comme le JDR qui laisse libre l'imagination, c'est un champ de possibles à jouer et à expérimenter. Bah, en fait, beaucoup d'univers l'ont fait. Très souvent, en fait, les races de fantasy, donc nains, elfes ou quoi, etc., c'est souvent des, on va dire, des cultures, on reprend des archétypes de cultures qu'on a au, qu'on peut voir ou quoi, etc., et qu'on a exacerbé ou modifié pour que ça paraisse plus exotique. Mais en soi, oui, on a eu des peuples qui étaient très proches d'animaux ou quoi, etc. On sait qu'il y avait des peuples amérindiens où c'était comme ça, les peuples inuits dont tu as parlé tout à l'heure, des tribus africaines. Et justement, ils ont ce côté exotique par rapport à nous et on l'a retranscrit dans des races et espèces plus ou moins lointaines en fonction des œuvres de fantasy.
Et n'hésite pas Valérian à parler, justement, c'est fait pour ça. L'espace commentaire et dès les termes s'appuie beaucoup justement sur les commentaires. Donc n'hésite surtout pas à parler Valérian. Ça nous fait au contraire plaisir. Et puis, justement, il y a autre chose, comme tu le remarques, comme tu le disais, le JDR est basé sur l'imagination et donc laisserait techniquement le libre cours à tout. Oui, c'est totalement vrai, mais l'imagination est limitée parce que les interlocuteurs acceptent comme cohérent. Si Oui, l'univers n'est pas cohérent dans sa structure, ça a beau être imaginatif et tout ça, ça ne marchera pas. Parce que le problème quand on touche aux humains, c'est qu'on est des humains. tout à fait. On a une façon de voir les humains qui est forgée par des milliers d'années d'histoire. Et malheureusement, la liberté de pouvoir créer quelque chose de différent est de suite rentrer dans une uchronie de notre réalité. Alors certes, même si c'est dans un univers fictif et tout ça, l'uchronie c'est spécifique à notre timeline, on va dire. Mais C'est un genre à en part soi, entière. on peut pas empêcher les gens de comparer avec nous et avec donc Tout à fait. c'est toute la difficulté d'ancrer les humains dans un univers et de prendre la liberté dessus. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser une autre race. Par exemple, tu prends des dryades qui sont des êtres végétales très axés avec la nature. Alors là, il est totalement possible de faire une espèce en osmose qui vit purement dans l'écosystème, qui en est une partie et qui vit de cette manière avec ça. Et ça va pas choquer les personnes, ou ça va pas en tout cas créer ce petit, cette petite dichotomie dans ta vision du monde, parce que la dryade, quand tu dis ben, c'est un être végétal, tu es en mode oui, du coup, elle a un intérêt à ce que tout passe. C'est cohérent avec le chose. Et le truc, c'est que malheureusement, oui, on vit dans une société, on vit dans une saucisse. On Voilà, vit dans une saucisse, oui, tout à fait. Pour rester dans les animaux. c'est dans les animaux. Et du coup, on a cette limitation. Mais moi, ce que j'aime bien avec Worm, justement, c'est que ça se passe à la préhistoire. À ce niveau-là, on a encore la liberté, parce que l'agriculture n'étant pas encore apparue, on a la liberté de pouvoir intégrer l'humanité au sein de l'écosystème sans être un antagoniste à cet écosystème. Et ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose qui me plaît énormément là-dessus, parce que du coup, on va pas se dire, ouais, mais du coup, comment ils survivent? C'est pas logique. Enfin, le village, il devrait pas survivre de cette manière, il pourrait pas nourrir tout le monde. Ben non, C'est ça. parce que là, c'est le cas, c'est part de notre histoire. C'est juste qu'on n'a pas Et toutes les informations. en plus, je pense que dans Worm, on est à une période où il y a déjà un peu la domestication des animaux, je pense, du moins de certains animaux. Tu as peut-être les premiers animaux Non, de ferme, peut-être. non, 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 non. même pas encore. Il n'y a, Ok, pas, ouais. il y a pas encore l'agriculture. Ok, ouais. Ah oui, c'est La vrai, s'il n'y a pas domestication encore des animaux l'agriculture, du arrive coup, ouais. après l'agriculture. Alors, certains animaux vont commencer à être domestiqués avant l'agriculture, mais enfin, domestiqués, c'est qu'ils vont être, ils vont se rapprocher Pour des vivre humains en parce qu'ils symbiose vont avec. vivre en symbiose avec les humains, ils vont pas être domestiqués. Ça, ce qui est très intéressant. Et c'est un truc que je pense qui est important de voir. Il y a une différence entre animaux domestiqués Et animaux symbiotiques. et symbiose avec des animaux. C'est-à-dire, là où l'animal domestiqué est dépendant de la race qu'il a domestiqué, l'animal qui vient en symbiose avec la race apporte chacun un élément qui leur facilite la vie. Et ça, c'est très important parce que ça change beaucoup de choses dans la vision qui sont. C'est pour ça que je trouve que les C'est elfes vrai. sont plus en symbiose avec la nature que partie prenante ou vivent en domestication. C'est-à-dire qu'ils utilisent une partie des ressources qui leur sont fournies et ils donnent une partie et aident le reste. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Non, mais ça en fait partie. C'est parce que quand tu vas faire des humains, en effet, dans un univers de jeu de rôle, c'est vrai qu'il y a une différence majeure entre domestiquer et vivre en symbiose avec des animaux. C'est deux façons de se rapprocher de l'animal complètement différentes. Domestiquer, c'est quand même prendre le dessus sur l'animal pour s'en servir comme un outil. Un truc tout bête, c'est que, bon, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Maintenant, on a les chiens presque plus pour le plaisir d'avoir des animaux autour de nous. Mais avoir un chien avant, c'était un sens. C'était justement
protéger des troupeaux, c'était avoir un compagnon de chasse, c'était avoir une alarme. Les chats, c'était éloigner les vermines des champs. Là où les peuples symbiotiques, par exemple, c'est un peuple qui va laisser ses cadavres dans la nature. Quand quelqu'un meurt, par exemple, on va déposer son corps au pied d'un arbre, et il y a tous les insectes qui vont venir manger le corps, il y a les oiseaux de prédation qui vont venir aussi, enfin les oiseaux charognards, pardon, pas les oiseaux de prédation, c'est pas la même chose. Rien que voilà, faire ça, en parlant juste de la mort, on va voir déjà une différence euh, énorme entre qu'est-ce qu'on fait du corps et quel lien ça a en rapport avec la nature. D'ailleurs, le sujet de la mort et des animaux, c'est un sujet qui est très lié, en effet, d'ailleurs. Parce que bah, forcément, c'est en chassant des proies et en tuant d'autres êtres quand l'on peut manger. Donc, en effet, quand on va parler d'animaux, on va rapidement parler du sujet du traitement des corps, de la chasse, ce genre de choses. Mais du coup, on parlait là du coup de domestication et tout ça, je te propose Oui, tout à fait. de continuer sur cette lancée de ce sujet, et du coup de Mhm, parler ben, justement des animaux domestiques, que ce soit IRL dans notre monde, mhm. comment nos petites bébêtes peuvent intervenir sur les tables, que dans le jeu de rôle, penser à la place de l'animal domestique, le partenaire d'aventure, le compagnon, l'ami Le de familier. l'aventurier, le familier. Tout ça, je te propose de passer sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Et quand on parle des animaux IRL, je pense que tous les rôlistes doivent penser à la première situation, le plateau sur lequel se pose le chat. Créature titanesque, direct. Et Créature il y a des stag. rôlistes qui jouent là-dessus en plus, hein, qui vraiment font intègrent des fois le chat quand il vient à la campagne en mode oh mon dieu. Ce qui est rigolo, si tu es un animal, c'est d'avoir un dé, un mousse pour qu'il puisse le lancer et que ça lance un événement aléatoire. Que ce soit un chat, mais Oui. tu sais, juste le faire tomber ou le faire rouler, et puis s'il roule, ben, en fait, ça déclenche un événement aléatoire pour la table. Je trouve ça rigolo. Ou justement un mousse, tu sais, t'as des chiens, ils jouent avec ça, donc il le prend, il le fait tourner un peu et il le pose, et t'es en mode ah, mon chien a fait un 6, donc dans ma liste des événements, c'est censé être ça. Oui, non, c'est des choses que tu peux faire en effet. Puis tu peux mettre, l'avantage, c'est que tu peux te faire aussi une pièce en mode, bah, si tu as des oiseaux chez toi, par exemple, ça peut aider à l'immersion. C'est tout bête, mais un mec qui est propriétaire d'oiseaux, qui fait du jeu de rôle, et tu as les oiseaux qui chantent en fond alors que vous faites une séance, qui se passe dans la forêt, ça peut être une super idée. Moins bien quand tu veux l'ambiance horreur Cthulhu Oui, ça par et que contre, tu oui. as les oiseaux qui font piou 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 à côté. Alors, on peut mettre des liens dans le chat, juste un article sur 5 relations symbiotiques qui permettent de réfléchir à l'incorporation de l'espèce dans le monde imaginaire. Normalement, si tu le Non, demandes, on ne peut pas mettre de lien, non, tu peux pas? c'est justement pas possible. Ah Il y a oui, juste OK, pardon. certains modérateurs et les modérateurs et tout ça qui peuvent le faire. Si tu souhaites partager ça, je t'invite à le faire sur le Discord. Oui, c'est vrai. Je pourrais moi après le repartager sur le chat. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas possible de partager un lien sur le chat. Bah, je vois que Valérien a rejoint en plus le Discord il y a pas longtemps, donc hésite pas à le partager dans le chat général, ce lien, et s'il faut, on le remettra ici. Mais merci, c'est une très bonne proposition et c'est très intéressant à partager comme lien, Valérian. Oui, donc en effet, donc on disait les animaux autour de la table ou quoi, forcément, ça rajoute quelque chose. Ça permet justement aussi, tu as parlé de Cthulhu, quelqu'un qui fait un scénario horreur et il y a quelqu'un qui sent le stress un peu monter ou quoi, etc. Avoir un chien ou un animal autour, ça peut aussi aider à réduire le stress. Ah Euh, bien sûr. alors, on sait que c'est assez impressionnant les effets qu'ont les animaux autour de nous sur le stress, les animaux de compagnie en tout cas. Donc quelqu'un qui va être stressé, qui va être tendu, il va avoir le chien à côté, ça va le détendre pendant la séance de jeu de rôle. Moi, je me souviens, j'avais fait une séance, on avait fait un jeu de rôle un peu sympa avec Daraen, pour ceux qui l'ont vu passer dans le chat. Ce Gagiel jeu dans de le rôle chat. s'appelait ah oui, Gagiel dans le chat. Le jeu de rôle s'appelait LGSPD, du coup, où on jouait une espèce de force qui gère des créatures mythiques dans la vraie vie. Et on avait fait une séance IRL.
il y avait une de mes chiennes qui était avec un joueur qui a tendance à un peu beaucoup bouger. Et l'avantage d'avoir cette chienne qui est venue à côté de lui et tout, ça a permis d'être beaucoup plus canalisé et beaucoup plus concentré dans la séance, paradoxalement. Le fait d'avoir quelque chose à caresser, à avoir sous la main ou quoi que ça l'a beaucoup aidé. Donc ça peut avoir aussi ce rôle de, pour les personnes qui ont des problèmes de concentration ou des troubles, un moyen de rester plus facilement sur la table. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont justement des troubles de l'attention dans le chat qui pourraient en parler. Si vous, avoir un animal autour de la table, Ou ça vous aide, inversement, pardon, hein. ou si au contraire c'est une trop grosse source de distraction. Il y a aussi des personnes qui, quand ils vont faire des séances de jeux de rôle ou quand ils vont faire du GN, vont incorporer les animaux dans la diégèse du GN. Euh, je sais que on a une personne qui vient parfois, je crois que c'est Nidil qui a une chaîne qui s'appelle Nyx, Oui. qui est littéralement une fiche de personnage qui est un personnage au sein du jeu de rôle vampire. Alors Voilà, c'est là-dessus, c'est un petit peu différent parce qu'on va remettre dans le contexte pour nos viewers, nos auditeuristes. Euh, oui, on parle de GN à ce niveau-là, pas de ouais, JDR. Donc les joueurs sont actifs dans leur personnage. Et du coup, cette jeune chienne qui est mixte est en fait dans l'univers de Vampire la Mascarade, la ghoul de sa maîtresse. Et du coup, elle a sa propre fiche de personnage, elle a ses propres capacités. Et c'est un animal qui est dressée depuis, depuis toute petite et du coup qui a l'habitude aussi d'agir avec des humains autour d'elle. Ce qui n'est pas le cas de tous oui, les animaux non plus, qui ne sont pas forcément à l'aise dans ce genre de cas. Si vous voulez amener votre animal en GN ou dans ce genre hein, déjà, voyez si c'est possible avec les organisateurs et ensuite voyez comment réagit votre animal euh, à la foule. oui, c'est C'est ça. important. Parce qu'il faut quand même penser au confort de son animal avant tout, lors de ces événements. Du coup, Mathilde, avec mon TDAH, savoir que je peux pas de patte un chat ou un chien, ça peut m'occuper. Et donc, ça t'aide à peut-être mieux rester concentré sur la table. C'est ce que tu entends par là en disant que ça peut t'occuper. Ça te permet d'avoir une distraction qui te permet de mieux écouter, potentiellement. Moi, je sais que je connais beaucoup de personnes qui ont ça vraiment, qui ont des TDAH et qui disent quand ils ont un chien ou un chat sur la table, ça les aide de fou. Bon, moi, vous avez vu qu'en général, ça devient vite source de distraction quand il y a Ares qui arrive lors des délais termes, notamment. Ça arrivait plein de fois et vous me voyez plutôt autour des verbes d'animal. Alors, oui, mais bon, ça, c'est ma nature. Je suis gaga de mon chien. Par contre, en effet, le fait d'avoir parlé d'une chienne, du coup, qui est inclus au sein des jeux de rôle Mhm. et d'un gène, ça nous permet de faire la transition sur les familiers, du coup. Ouais, en effet. Déjà, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà joué un personnage avec un familier et quel est le familier qui vous a le plus marqué. Ouais, on Déjà, veut bien vos anecdotes dans le chat, hein. Sur, voilà. Et ensuite, page le web. familier, au sein du jeu de rôle, c'est un sujet compliqué parce qu'il y a des MJ qui refusent d'avoir des familiers. Bah, t'as plusieurs moyens de l'aborder. Est-ce que le familier est un personnage à part entière? Est-ce que le familier est là pour Mhm. le fluff? Ils sont là, mais ils ont qu'une incidence mineure sur le cours des événements. Mhm. À la limite, ils peuvent se faufiler ou aller garder d'autres trucs, mais ils n'ont pas d'action commun. Est-ce que le familier, du coup, est une mécanique prévue dans le jeu? Il y a plein de choses à voir qui peuvent changer les choses. On est d'accord là-dessus. Moi, je me rappelle par exemple de comment il s'appelle le jeu de rôle qu'on fait avec ton frère, Warpland. Warpland, tu peux avoir un animal de compagnie et l'animal de compagnie offre un passif plutôt que d'être quelque chose. Par exemple, il y a le macaque, je crois, que tu peux avoir, qui permet au personnage d'avoir une deuxième attaque en capacité passive. Donc des Oh, fois, les animaux, ça peut être juste une capacité en plus, au-delà d'un personnage. Alors certes, il existe, tu vas voir le macaque aller à un endroit, faire des choses, quoi, etc. Mais il te permet de taper deux fois aussi,
plutôt que d'être un personnage à part entière qui va en combat, il va t'offrir ça. Euh, je sais que tous les animaux dans ce jeu de rôle offrent une petite capacité passive au-delà d'être juste un animal. Donc c'est intéressant. Pour le combat, tu peux l'interpréter différemment ou autrement. Le personnage de Gagiel, justement, il a une espèce de petit Wistiti, et je crois que littéralement la capacité du Wistiti, c'est de voler des trucs. Et c'est ça son passif. Bon, après, nous, on s'en sert et tout, mais voilà, il y a des capacités comme ça qui peuvent être offertes avec Ouais. les animaux. C'est une interprétation que vous pouvez en faire. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir pourquoi ça pourrait poser problème le fait qu'il y ait des familiers. À partir du moment où le système le permet, Ouais, ouais, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un problème. Après, si le système ne le permet pas et qu'il faut tout inventer un système pour que les joueuses puissent avoir un familier, là, je peux comprendre que ça chafouine le maître du jeu, parce que ça demande un ouais, travail supplémentaire qui n'est pas forcément facile. Mais je connais peu d'univers dans lequel il n'y a pas la possibilité d'avoir un familier, d'avoir tout à un fait. compagnon. Hein, si c'est présent déjà, si c'est présent par exemple dans Cyberpunk, je vois pas pourquoi ce serait pas présent dans la C'est majorité ça. des univers. Et même dans des univers où finalement il n'y a pas d'animaux, ce genre de choses, tu as souvent la possibilité d'avoir un compagnon un mécanique ou un compagnon autre chose qu'animal. Tu vois, je suis en mode. En fait, voilà, la plupart du temps, les MJ que j'ai vus qui ne veulent pas ça, souvent, hein, qui interdisent les familiers à leurs joueurs ou ce genre de choses, c'est des MJ qui disent ouais, moi ça me saoule parce que ça fait un personnage récurrent à interpréter en plus. Bon, déjà, bah, t'es MJ, hein, c'est un peu ton rôle aussi. TMJ, tu veux pas interpréter les personnages? Ouf. Voilà, T'as mal choisi ton rôle, mon coco. exactement. Mais j'ai vu vraiment des gens sortir cet argument et j'étais en mode bon, c'est un peu bête de base. Mais surtout, qu'est-ce qui empêche, si t'as pas envie d'incarner un animal à ta table, de laisser les joueurs incarner leur familier? Ils ont le droit, hein. Moi, dans mon jeu de rôle, il y a des familiers qui peuvent être obtenables. Et les joueurs, s'ils veulent incarner leur familier et dire ce que fait leur familier dans cette situation, vu que c'est leur deuxième fiche de personnage, bah ils peuvent, hein. C'est en totale liberté. Vous n'êtes pas obligé de l'interpréter, le familier. Si le familier il appartient à quelqu'un, bah, ce quelqu'un peut en faire aussi des choses. Mm. Pas de problème, hein. Et puis bon, si au sein du jeu vous avez tous les outils pour vous permettre de le faire, AK Donjons et Dragons qui permet de le faire, ne soyez pas compliqué et laissez faire. Alors, Gagiel, alors pour revenir sur le Wistiti, c'est juste que je l'ai mal éduqué. Il donne un bonus de représentation. Voilà, ben, je me souvenais plus ce qu'il donnait, mais encore un exemple, l'interprétation de Warplant, c'est de donner des passifs avec les familiers, du coup. Ce que je trouve très intéressant comme idée. Est-ce que toi, du coup, Mel, tu as une anecdote sur un familier que tu avais avec un personnage qui t'a marqué? Peut-être j'ai déjà une idée du familier qui te vient en tête. Mais, Alors, j'avais un familier, c'était une archère lycanthrope que j'appréciais bien. Euh, c'est un petit peu difficile de s'attacher à une espèce qui vit si peu longtemps, mais, Mhm. euh, mais on a quand même vécu une belle aventure ensemble. C'était sympathique. Ah, j'aurais pensé que tu aurais parlé de ton famille avec Gwendoline. Ah, c'est un peu la blague. Oui, évidemment, je fais toute une aventure avec un familier qui était un Yeti. Ouais. Euh, Au nom que je ne prononcerai pas ici parce que ça marche pas très bien avec Twitch, Mhm, mhm, mais mhm. On va éviter, ouais. tu triches, mais c'était un autre joueur. Et alors, ça pouvait quand même être mon familier. On s'y attache à ces petites bêtes. Ouais. Encore pour ceux qui ont suivi plusieurs Twitch, je parle plusieurs Twitch je parle de Lily, mon mon cheval nécromancien, pour faire simple, mon chat nécromancien. Mais du coup, oui, du coup, c'était une petite robot qui avait comme
partenaire, familier, une Yeti, particulièrement, efficace, dont la capacité à foutre des mandales à tout ce qui bouge, Et à transporter ton matos. et à transporter, tout le matos de ce L'alchimie. personnage qui était une alchimiste, majordome, qui a passé une bonne partie de l'aventure sans avoir la moindre arme et du coup à regarder chaque combat en mode: «J'ai aucune idée de ce que je vais faire». Mais il y a eu du beau lancer de potions. Ah par contre, oui. Mais ça apporte toujours un truc, mais tu vois, je pense que, c'était très sympa d'avoir ça parce que bon, mécaniquement dans un combat, ça donnait 2 tours à faire parce qu'il y avait le tour où je jouais mon Oui, personnage et le tour où je jouais, le familier, ce qui permettait du coup d'attendre moins entre 2 actions. Très bête, hein, mais c'était un vrai plus. Et autre chose, beh, c'était ce petit lien avec l'animal, qui se développait, au fur et à mesure, sachant que bon, le yéti, c'est loin d'être le plus bête des animaux. Donc, oui, il est primitif, mais il est pas bête non plus, c'est si j'avais eu à chaque fois 1 € à chaque fois qu'un yéti nous accarie, j'aurais 2 €. C'est pas beaucoup, mais c'est fou que ce soit déjà arrivé 2 fois. oui, Référence à Doofenshmirtz, je sais pas si vous avez le même, mais moi je l'ai, exactement. je l'ai complètement, j'ai eu la scène dans la tête. Nathan does not but that way that's happened twice. Mais J'adore ce mème, j'adore filer ces j'adore femmes. aussi. Non, Mais, mais c'est vrai que dans mon jeu de rôle, dans les familiers que vous pouvez avoir la création de personnages, vous pouvez avoir un yéti. Quand, vous venez de montagnes ou de zones gelées, le yéti est un animal à part entière dans mon jeu de rôle. Et c'est fou en effet parce que sur toutes les, séances que j'ai fait, j'ai quand même eu 3 joueurs qui ont fait un start yéti du coup ou qui ont obtenu un yéti dans l'aventure. Dans le cas de Gaziel, c'est plutôt ça qui tu as obtenu, un ours qui malheureusement est mort durant l'aventure et tu as obtenu un yéti juste après. c'est délicieux. Mais ouais, on a eu, un yéti, du nom de Pujadas dans une aventure. C'est vrai que tu as eu une table qui avait un yéti qui s'appelait Pujadas. Et qui a Carrie. Mais son propriétaire, c'était pas David ou ça s'appelait pas David, non? Oui, c'était pour la vanne. Lui, il s'appelait David et son ours s'appelait et son yéti s'appelait, Pujadas. À Gaziel, je m'en remettrai pas de cet ours. Oui, parce que, bah, la mort d'un familier, c'est souvent une, Beh, justement, on peut en parler. oui, Heu, Lors d'une aventure, où on a un animal qui nous accompagne, que ce soit l'animal du groupe ou un animal, personnel, un familier, un serviteur, bref, on crée des liens, mine de rien, avec ce dernier. On va s'y attacher, on va pouvoir, le protéger. Ça devient très vite une mascotte pour le groupe. C'est assez fréquent mmh que l'animal, finisse par être, plus important que certains membres du groupe. Il y a des chances que si l'animal est blessé et que un certain membre du groupe est blessé, ce soit d'abord l'animal qui soit soigné. oui. Hein, Non, mais on veut sauver absolument l'animal et des fois le mettre en sécurité dans des combats importants où il pourrait être utile, mais on se dit: «J'ai pas envie qu'il tombe durant le combat». c'est important. D'autant plus que si la classe que tu joues ou le type d'archétype que tu joues tourne autour de l'animal. Si tu le perds, tu peux aussi perdre tes capacités qui sont en lien avec ça. Et c'est d'autant plus important de garder la. Mais derrière, en effet, la perte d'un familier euh, doit tout de même être importante côté MJ. Il faut prendre le temps Oui. de, de, de narrer des choses à l'importance que représentait le familier. Ok, si le familier il est arrivé l'épisode d'avant, véritablement la session d'avant, et qu'il a fait 2 h 30 avec le groupe avant de mourir bêtement écrasé par une pierre, et ben, Ça va l'attachement sera peut-être un peu moindre que si ça fait déjà 6 mois qu'il est présent avec le groupe à chaque session, quoi. oui. Bah, il y a eu le cas malheureusement d'un joueur, dans Elfern qui a perdu un chien qu'il avait acheté, dans l'aventure et qui était avec eux pendant de longues sessions et qui a fini par mourir, lors d'un combat Tristesse. et
Et il y a eu le cas aussi d'un ours. Ce même joueur avait réussi à dompter un ours, qui lui aussi est mort lors d'un combat de boss, bien plus tard vers la fin du jeu. Et à chaque fois, ça a été un déchirement pour lui de perdre, ses familiers pour le coup. Et Valérien qui nous dit: «J'avoue que le e-bourse dans BG3, on s'y attache très fort», et Gabriel qui nous mmh. dit: «Si un familier est arrivé il y a plus de 5 minutes, je donne mon boule pour lui». Ouais, Très mais très vite, on a plus envie de protéger l'animal, qui est avec nous, mais que forcément pas nos coéquipiers. c'est un biais qui est beaucoup utilisé. On a souvent plus d'empathie, étrangement, pour les animaux dans les œuvres, que, les humains. Un truc tout bête, hier, on a vu, comme je disais, je suis allé voir Conjuring hier au cinéma. La scène qui m'a le plus foutu, entre guillemets, qui m'a le plus mis mal, c'est un moment, tu as un chien qui se prend une giga torgnole, il y a pas d'autre mot. C'est la scène qui m'a mis le plus mal du film et pourtant, il y a des humains qui étaient très mal dans ce film. Ah, Mais je c'est le comprends, chien qui m'a le plus moi, fait ma peur. scène favorite de Conan, c'est quand il donne une baffe au dromadaire ou au chameau, je sais plus. Mais alors franchement, Oui. non pas que je suis en empathie pour le chameau à ce moment-là, mais ou le dromadaire, mais honnêtement, la scène est tellement improbable que là, tu vois, je ferme les yeux, je la revois. C'est incroyable. C'est, voilà, mais c'est ça, c'est aussi ça qu'il faut faire avec les familiers, créer des scènes mémorables. Oui. Parce que les interactions que vous allez avoir avec un animal ne sont pas les mêmes qu'avec un humain. Donc, si vous jouez un personnage qui a toujours vécu dans la nature et d'un coup vous arrivez en ville, il a son familier, je sais pas, vous jouez un elfe avec un écureuil. Je prends un exemple tout bête, on va rester dans l'écureuil. Ah bah, je peux dire que l'écureuil qui est toujours sur l'épaule de l'elfe, qui a toujours vécu dans les bois et qui d'un coup arrive dans des rues bondées de gens avec des odeurs d'épices potentiellement qu'il peut y avoir dans les rues, que vendent certains marchands et tout, vous pouvez créer des scènes en mode où l'écureuil, il va soit être terrorisé et se cacher, et ça peut donner une description au joueur en mode: tu sens ton écureuil qui rentre à l'intérieur de ta veste, qui se serre fort contre toi par peur, ou au contraire, vous pouvez mettre une situation où tu dis: ton écureuil saute de ton épaule et commence à aller sur l'étal d'un marchand et commence à manger, les légumes qu'il y a sur l'étal. Qu'est-ce que tu fais? On peut s'en servir de ressorts scénaristiques ou de points de départ pour une nouvelle quête. Totalement. Et je pense qu'il est important d'utiliser justement les familiers dans Tout à l'histoire. Il ne fait. faut pas les oublier, il faut les intégrer à ça et voir la façon dont ils vont interagir. C'est pareil, moi, quand j'ai des PJ qui ont la capacité de parler avec les animaux, ils parlent pas couramment la langue. Mmh. Ils voient pas le monde de la même façon, ils ne comprennent pas les choses de la même façon, et les mots qu'ils utilisent ne seront pas tout à fait la conjugaison, heu, la conjugaison, la grammaire, tout ça, c'est superficiel. Le but, c'est de se faire comprendre. Du Complètement. coup, en fonction des animaux qu'ils interrogent, en général, ils ont des réponses un peu particulières pour ceux qui parlent avec les animaux. Tout à Du fait, ouais. genre la souris qui va du coup mettre plus l'accent sur les endroits où elle a vu de la nourriture que forcément si on lui demande il y a quoi derrière la porte, elle répondra j'ai vu qu'il y avait 4 miettes de pain, qu'il y avait 4 morceaux de pain qui étaient sur le côté droit, je pense pouvoir y accéder en passant sous le meuble. Il y avait aussi une bouteille de Schweppes. Si j'arrive à lécher quelques gouttes, je pourrais me sustenter pendant quelques minutes. Il y a une bouteille renversée sur la table, il y a quelques gouttes qui tombent dessus. J'ai ma sœur qui est allée boire et elle n'est pas revenue. Elle dort là-bas. Ouais. Ça peut être des enjeux aussi pour les animaux qui vivent en communauté. En effet, est-ce que vous pouvez aller dans la cuisine sauver ma sœur qui dort, sur la table? J'ai peur que les monsieur géants comme vous lui fassent du mal ou ce genre de choses, ça peut être possible. Mathilde qui nous dit, moi une de mes elfes, avait un familier, c'était Pimpin, le lapin de 80 ans. Ah ouais, d'accord. La vérité, c'est que son grand frère, qui voulait, pas lui faire de peine et qui remplaçait le lapin de temps en temps pour, éviter qu'elle l'ait à vivre la perte de son animal de compagnie. Ah, le Et concept, c'est drôle.
Le grand frère qui se transformait en lapin pour que pour- Du coup, le lapin de 80 ans, il a un petit peu défié toutes les stats. C'est si bête comme principe, mais c'est génial. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui peut être intéressant, en effet. Le familier, c'est un humain ou un shapeshifter qui soit accompagne les joueurs en mode, Peter Petit Gros, qui a suivi, Ron, dans Harry Potter et du coup là ça devient malsain et en effet ça fait un antagoniste qui pouvait être caché ou un personnage qui se cachait auprès du groupe en se faisant passer pour un animal. Ou au contraire vous pouvez vous la jouer en mode, bah, c'est bête mais le cliché absolu je sais pas, le prince qui a été transformé en crapaud et les joueurs, sont au courant que ce crapaud, c'est un prince et qui cherchent à le libérer. Ça peut être des choses comme ça, en effet. Ou l'inverse. Les joueurs qui sont persuadés que l'ours qu'ils ont recruté, c'est un druide sous la forme d'un ours, alors que c'est juste un ours. Qui est un peu bizarre. Il est un peu bizarre, mais c'est pas c'est pas un druide. Mais il lisait un grimoire, cet ours et alors, il était intéressé, c'est tout. D'ailleurs, Voilà. un jour, il faudra que j'explique parce que Valérian, tu écrit Peter Pettigrew et je tiens à le dire, les gens je sais pas pourquoi tout le monde le fait passer pour un gros nul, mais quand vous voyez les faits qu'il fait dans Harry Potter, c'est potentiellement l'un des meilleurs sorciers qu'on ait pu voir dans le film. Mais ça, je le garde pour une autre fois. Avis controversé, mais bon, ça a peu d'importance dans le schmilblick. Exactement. C'est juste pour teaser un jour que je finirai par en parler de ce sorcier. Ah, il le Genre remplaçait pas toujours par pour le lui-même, il changeait juste le lapin. D'accord. C'est un petit peu, oui, ça me fait penser à un épisode, un des épisodes de Gumball où au début, avant d'avoir Darwin dans son bocal, en fait, il y avait ton père qui allait acheter des poissons et les poissons, au final, préfèrent se suicider que qu'être embarqués par le. Mais ouais, je comprends le truc. Mais du coup, le lapin qui a 80 ans, moi, je trouve ça rigolo. Je trouve vraiment ça très Oui, très rigolo comme concept. J'aime beaucoup le concept du groupe qui est persuadé que l'animal est en fait un druide, mais en fait, c'est juste un animal. Celui-là, quand je l'ai entendu la première fois sur les réseaux sociaux, il m'a tellement fait rire. J'étais en mode, mais c'est trop drôle. Et que ce soit vraiment joué par un joueur et tout ça, avec beaucoup de sérieux, tu vois, mais qu'en fait, ce soit juste un animal. Ah, la ça révélation, c'est elle est violente. ça c'est génial par contre en effet que les mecs ils se persuadent de quelque chose, c'est trop bien. Est-ce que vous connaissez, la BD Le singe de Hatterpool avec Lupano au scénario? Non, je ne connais pas du coup, mais s'il y a quelque chose qui peut être dit par rapport à notre émission, n'hésite surtout pas à en parler ou à décrire, quelque chose en De lien nom, avec ça. ça me parle pas. Je vais voir si d'image, ça me parle. Oui, d'image, ça me parle. Par contre, je ne l'ai pas lu. Le singe de Hartlepool. Par Hop, contre, je ouais, vais j'ai vite déjà fait vu me le passer le design. ah du coup, j'ai déjà vu passer le design aussi en allant chercher un Ouais. peu. Faut savoir que Pimpin a été expertisé par par les occultes et les ritualistes, et ils comprennent pas pourquoi la réponse était ben, c'est un lapin commun. Manqué. Manque. Excusez-moi, je suis obligé du coup de. De taper une de nos Sniper emotes, Monkey. Sniper voilà. Monkey. Ça aussi, bah, en effet, vous pouvez créer des animaux, que Mel, il a fait ça pour moi, en antagoniste. C'est une C'est possibilité. en effet un animal qui est l'antagoniste de son personnage. Son personnage est un robot qui cherche l'humanité, qui cherche à devenir humain, un petit peu basé sur le mythe de Pinocchio. Sans la Voilà. transformation par la marraine la bonne fée, mais par d'autres événements, mais qui sont un petit peu inspirés de ça. Et derrière, il s'est fait comme ennemi, un- il s'est fait comme ennemi un singe qui lui veut devenir va devenir petit à petit de plus en plus robotisé pour l'affronter.
En fait, leurs voix se croisent et du coup, au début, c'était juste un singe, puis plus tard, il a rencontré c'était le même singe, mais il avait un sniper. Et au fur et à mesure des rencontres qu'il fera avec ce singe sera de plus en plus robotisé, alors que lui sera de plus en plus euh, humain, on Humain, va du dire, coup, effet de chair. dans le genre, de plus en plus proche d'un être fait de chair. Donc, c'est très très rigolo de mettre cette double progression euh, dans le truc. Hein, que le pauvre, il avait bien raté ses tirs. Ah, ça, je m'en souviens du singe sniper qui me vise et je le vois juste tomber après un tir. Parce qu'il s'est visiblement auto-flingué. Ah, c'est le singe qui découvre le sniper aussi, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais, ça lui a un peu pété entre les mains, mais il Tout reviendra plus ça, fort. tout ça parce que je lui ai fait découvrir le même du Sniper Monkey, hein. En plus, c'est littéralement ça dont il s'inspirait. Du Ouais. coup, le pitch du singe de Hartlepool, un navire français s'échoue près des côtes anglaises. Le seul survivant est le singe mascotte du navire habillé en soldat bonapartiste. Les villageois du petit village anglais découvrent le singe et ne sachant pas ce que c'est, avec une mauvaise information d'un vieux du village, les villageois déterminent que c'est un Français et veulent en faire son procès. Oh. Mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, quand tu fais un univers en effet, dans le passé, tu peux te la jouer en mode on sait qu'il y a eu des procès envers des animaux par le passé. Où, littéralement il y a des cochons qui ont été jugés, il y a eu, des tribunaux, envers des chiens, envers des chats, Envers des vraiment, chèvres. vraiment vous pouvez surprendre vos joueurs avec ce genre d'éléments. Parce que c'est des éléments qui sont ancrés dans le réel et vous pouvez les surprendre en mode, bah, vous arrivez dans un village et vous voyez 2 hommes pendus et un cochon pendu. Les joueurs vont, se dire: «Bon, ils exécutent des hommes, OK, mais pourquoi un cochon?» Et en discutant avec les villageois, ils vont dire: «Ah mais ça c'est normal, on l'a condamné à mort». Et vous continuez là-dessus et vous pouvez développer parce que c'est des vrais événements. Vous faites des personnages pour qui ça n'a pas de sens, genre, si vous savez que vous avez un elfe dans le groupe qui est proche de la nature, il va découvrir qu'on met des il sait de base qu'il y a des gens qui mangent des animaux, mais qu'il y ait des villageois qui font des peines de mort pour les animaux, ça va les surprendre. S'il y a des mecs qui viennent de villes un peu éloignées, vous pouvez aussi faire ça et en mode, il y a une vraie tradition dans le village où les animaux sont jugés comme les humains en mode ouais bah celui-là il a mangé les poules de Monsieur Franklin donc on a décidé après un long procès de le de le de le pendre. Mais en mode vous le jouez sérieux et vous pouvez vraiment créer des scènes très intéressantes en jeu de rôle avec ça. Où vous faites en sorte que votre groupe d'aventuriers arrive dedans, que le maire soit là en mode ah, on est très heureux que vous soyez là. On aurait besoin d'une personne pour défendre un accusé. Personne au village ne veut le défendre, mais il aurait quand même besoin d'un avocat. Et là, tu arrives et c'est une chèvre que tu dois défendre. Mais tu le découvres vraiment Mais tu entrer le dans la découvres pièce. au tribunal, quoi. C'est. Venez, l'accusé est là. Et tu sais, tu mets un motif qui paraît réel, du genre, c'est un voleur de choux, tu dis. Tu sais, un truc tout bête, en mode, il a mangé les choux du voisin, mais en mode, c'est un voleur de choux. Et du coup, il fait, mais vous l'avez là dans cette petite maison, allez le voir. Puis du coup, tu vas voir le propriétaire, et t'as le propriétaire qui fait, non, non, mais c'est pas moi qu'il faut défendre, c'est Roger. Et il te c'est... montre la chèvre, et en effet, tu te trouves avec une chèvre. euh, Hop, alors. La Bibliomule aussi est une chouette BD où l'âne est un personnage important permettant de sauver une partie des ouvrages de la bibliothèque de Kaboul lors d'un changement de pouvoir. Des types ref pour vous inspirer de vos parties. Mais c'est ça en plus, c'est à ça que ça sert. Comme on disait, faire des procès d'animaux, c'était quelque chose qui se faisait dont vous pouvez vous inspirer, qui paraît complètement fou. Mais vous pouvez aussi en effet mettre des animaux comme ça. Ou même un truc tout bête. Il y a beaucoup d'animaux, on en parlait, qui étaient utilisés à des fins de travail, par exemple les canaris dans les mines, oui. où vous pouvez vous inspirer de ça en mode les personnages vont dans une mine où il y a des gens qui travaillent et tout d'un coup, il y a un cucu qui retentit. S'il y a des joueurs qui ont la ref, alors qu'ils vont dans la mine et qu'ils entendent des oiseaux gazouiller, ils vont être terrifiés. Parce que coup de grisou, je vous assure que c'est pas le
Grisou, c'est pas le surnom d'un footballeur qui vient de marquer un but. Non, non. Si un coup de Grisou, je vous assure que c'est dangereux dans une mine. Ah, mais un coup de Zizou aussi, hein. Mais un coup de Zizou, c'est assez une blague de football sur cette chaîne, dis donc. C'est rare, c'est extrêmement C'est rare. rare, hein. On n'est pas des footeux ici. C'est presque aussi rare que des propos d'extrême droite sur notre chat. Ça arrive quasiment jamais. C'est jamais arrivé, hein. On n'a jamais eu à ban quelqu'un, parce qu'il y a eu des propos horribles. On est d'accord. Est-ce On a de la chance est-ce que là-dessus. est-ce que tu aurais, toi, des idées peut-être de moyens d'exploiter le monde animal dans le jeu de rôle là, qui devient comme ça, qui sont pas forcément beaucoup vus ou beaucoup, connus, mais qui pourraient être intéressants à exploiter lors d'une partie de jeu de rôle selon toi? Bah, moi, je vous l'ai fait, via un animal, magique du coup, un Mmh. animal qui avait un lien. Vous l'avez vécu vous, expérience. Le groupe voyageait et est tombé face à un cheval élémentaire. Créature, majestueuse, liée au vent, mais en totale panique, se ruant, ayant une tempête partant de lui, des éclairs tombant autour. Bref, l'animal semble paniquer. Ils recherchent et ils arrivent à remonter le lien. En fait, ce cheval est lié à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'existe pas en même temps. Ouais, Donc il ne peut pas s'éloigner de la personne, mais cette personne n'étant plus, il devrait pouvoir parce que, mais donc il se meurt parce qu'il ne peut pas vivre librement. Donc ils remontent le fil, ils arrivent là face à une statue d'une personne, dans la roche, entièrement, toute une partie de son corps est entièrement, prise dans la roche d'une falaise, et une partie extérieure dans un visage d'horreur et de douleur, est figé dans la pierre comme une statue, poussant son dernier cri. Et cette statue a le lien avec l'animal. Et libre à vous de voir ce que vous en faites. Est-ce que le le propriétaire de l'animal, a subi une malédiction et a demandé à son animal d'aller chercher quelqu'un pour le sauver, mais il n'a pas réussi à revenir à temps? Est-ce que, c'est l'animal qui s'est rebellé et qui lui a lancé ça, mais qui se retrouve bloqué parce que, et derrière, tout libre à vous d'ajouter tout le niveau d'intrigue, morale que vous voulez ajouter derrière, le choix moral à faire. Est-ce que la personne dans la roche est vivante? Si elle est vivante, oui, mais du coup, comment on la sort de la roche? Est-ce qu'il vaut pas du coup mieux la tuer pour libérer l'animal? Bref, vous mettez derrière des choix moraux à faire, sans qu'il y ait forcément de bonnes réponses et vous voyez en fonction des joueurs vers où ça s'oriente. Ça, c'est très intéressant. tout à fait, ouais. Je pense que ça vous a plu comme événement. Bah, c'était très intéressant en effet, de voir, comment le traiter, qu'est-ce que c'est? Il y avait beaucoup de mystères autour et en effet, bah, la seule chose qui est communicante dans cette situation, bah, c'était le cheval et comme c'est un cheval élémentaire, on pouvait pas vraiment avoir de réponse parce que ce n'est pas un animal classique. Même les personnes qui sont habituées aux animaux ne pouvaient pas complètement avoir ce qu'ils voulaient. Donc c'était très intéressant à interpréter comme événement et voir ce qu'on en a fait. Nous, on a détruit, le on peut le dire aux joueurs, hein, ça enfin au chat. Nous, on a choisi de détruire, la «statue» entre guillemets, même si c'en est pas une et hem et on a pu libérer l'animal ainsi, du coup. Ça me fait penser à une série de romans de fantasy, le Codex Alera. Les pouvoirs des personnages prennent des formes d'animaux élémentaires, un chien de pierre, un cheval de vent, un lion d'eau. Oh, ça c'est intéressant en vrai. Mmh? Moi, il y a un webcomic aussi que je peux vous recommander, qui est sympa, qui s'appelle Jungle Juice, où tous les personnages, prennent des caractéristiques d'insectes, et c'est très, très intéressant à voir comment ils interprètent, les situations et les combats avec, du coup. Public un peu, entre guillemets, «un peu âgé» quand même, pour lire ça. Il y a beaucoup de violence dans ce webcomic. Heu, il est déjà cette heure-là? Ça avance, ça avance Waouh! évidemment.
Donc on était de base sur les familiers, on a un peu dévié, mais on a quand même parlé des animaux, dans un but à nouveau, scénaristique. Il y a aussi des jeux de rôle, là je pense par exemple parce que j'y ai joué il y a pas longtemps, à Pendragon où, bah, les animaux occupent une place assez forte pour le coup. Littéralement dans votre fiche de personnage, vous avez une partie qui est consacrée à votre cheval parce qu'en tant que chevalier, bah, vous avez, des chevaux et pareil, dans ce jeu de rôle, votre chevalier prend de l'âge, mais votre cheval aussi prend de l'âge. Donc il y a, toute cette phase où tu t'occupes de ton cheval, tu l'élèves, tu vois ses problèmes de santé arriver en vieillissant. Quel choix tu fais vis-à-vis de ton vieux cheval? Est-ce que tu le vends? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu l'entretiens? Il y a plein de choses qui peuvent se faire dans ce jeu de rôle qui sont liées aux chevaux. Ah, moi, je comprends totalement, avec Mablette, Oui, en sur The plus, oui. Witcher, dans l'univers dans la, campagne de The Witcher qu'on joue, qui est masterisée par, Gadget, ici présent, mon personnage est un vieux Wisher. Mmh. Il n'aime pas les gens, vraiment pas et c'est un con, faut dire ce qui est, hein, particulièrement envers le personnage, de l'ours, hein, Voilà, parce qu'on est voilà. les stricts opposés, en fait, avec nos persos. Je vais mettre mon doigt dans la bonne direction, non. Bouit, 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 Tout, 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 bouit, tout, tout, bouit, tout, tout, bouit, tout, 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 bouit, tout. bouit, Oui, bouit. là. Oui, on a des persos qui sont strictement opposés en plus, donc Ouais. Mais par contre, il a un vrai amour pour son cheval, hein, qui c'est est ça. un compagnon en qui il a toute confiance, en qui il a et vraiment, il traite, largement mieux les animaux que Les membres du les groupe. membres du groupe ou les autres humains de manière générale. Et c'est marrant parce que techniquement, ça fait un point de connexion avec notre personnage parce que mon personnage est un elfe, donc a un lien fort avec les animaux dans l'univers de The Witcher. Donc là, je m'entends bien relativement j'essaie en tout cas de m'entendre bien avec tout le monde. Je suis pas forcément, trop apprécié parce qu'on n'a pas un groupe qui est très pro, elfe paradoxalement alors qu'on n'a pas d'humains. Si, on a un demi-humain. Ouais, non, on a la sorcière techniquement, qui est humaine aussi, mais bon, ça reste une On a un sorcière. demi-humain et une sorcière. Voilà. Mais bon, le demi-humain, il aime pas les elfes parce que son père était visiblement un chaud lapin, qui n'a pas aidé et la seule personne qui m'apprécie dans le tas, c'est la naine. Et encore, on n'est pas sûr. Non, ça va, on le sait pour le coup, mais c'est la seule. Non, non, mais voilà, c'est très intéressant du coup de faire ce genre de relation. Donc, c'est un peu rigolo aussi de jouer ce personnage qui est vraiment très amical avec son compagnon de toujours, mais avec le reste du groupe qui est d'une froideur assez impressionnante, alors que le groupe voit qu'il est capable de ressentir des choses. Moi, pour Mais, revenir à Pendragon, vas-y. ah oui, mais ça me fait penser justement à mon personnage dans Pendragon, le fait d'en avoir parlé, qui s'appelle du coup, Théobald et Théobald, quand vous créez votre personnage, vous pouvez répartir vos statistiques et j'ai mis le physique de mon personnage au minimum. Mais c'est pas physique en mode c'est compétences physiques. Non, 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 c'est son apparence qui est au minimum. Donc mon personnage est ultra moche de fou. Ce qui fait que les relations avec les humains, c'est très compliqué parce que mon personnage est visuellement horrible et terrifiant pour la plupart des gens. Donc mon personnage, je lui ai mis plein de points autour des animaux parce qu'il est tellement affreux que la seule chose dont il arrive à être proche, c'est les animaux qui s'en foutent de la gueule que tu peux avoir. Mon personnage est très proche de ses chevaux, il est très proche de son faucon, il a, un élevage de moutons et il est très proche, des moutons dès qu'il les rencontre et tout. Mais par contre, les habitants de son village sont terrifiés. Dès qu'on croise, des chevaliers, ils évitent de me regarder dans les yeux. Les femmes qui entretiennent les chambres hurlent et qui fuient quand elles voient mon personnage. Vraiment, on est sur, ce genre d'horreur. Mais les animaux, ils s'en foutent et c'est tout le principe. Donc mon personnage est très proche d'eux, à cause de ça.
Donc vous pouvez aussi, ouais, créer du lore et créer des choses autour de ça. De toute façon, j'ai eu beaucoup de personnages qui sont liés aux animaux. Par exemple, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait, Neil, du coup, qui était une espèce de violoniste soigneur accompagné de son cheval et pour qui son cheval, c'était son compagnon absolu et de toujours. Et le Glibastard originel, non, Gagiel, pour le coup, Théobald en plus, le vrai problème, c'est que dans sa personnalité, il respecte à fond le code du chevalier. Donc en fait, c'est loin d'être ça. Au contraire, il est plutôt gentil, il offre l'hospitalité à tout le monde. C'est juste qu'il est rejeté parce qu'il est horrible physiquement. Et c'est compréhensible. Non. Exactement. Non, encore une fois, second degré. Hein. Ouais. Euh, dans ce qu'on abordait là, lorsque vous avez à intégrer des familiers ou que des personnages, ou que vous créez un personnage avec un familier, prenez le temps de réfléchir à la relation qu'il va avoir avec lui. La relation qu'il avait Oui. avant, la relation qu'il aura après. Et vous savez, le nombre de sources dans la culture populaire de l'impact d'animaux sur les gens qui sont incroyables, même dans des œuvres cinématographiques grand public, genre John Wick et son chien. Ça, Oui, il retourne le monde après la mort de son chien, à venger la mort de son chien, c'est quand même fort. Vous pouvez retrouver plein d'exemples comme ça. Pour les plus anciens, dans Rémi sans famille, les animaux ont tout autant d'importance que les humains dedans. En oui, tout cas, au début de l'œuvre. Vers la fin, les choses bien. Et la perte de chacun des animaux au cours des épisodes est extrêmement impactante. mmh, Presque plus que la perte des humains qui l'accompagnent, heu, qui sont impactantes, mais je trouve moins que la perte des animaux, tu vois? oui, Dans cette clairement. œuvre. Donc il y Bah, a surtout que quand tu es enfant, tu as tendance à avoir une certaine fascination pour les animaux. Donc forcément, quand un part, c'est, beaucoup plus dur, clairement. en tant que MJ, pareil, que lorsque vous mettez des animaux, en place, n'en faites pas forcément des ennemis. Un animal ne va pas attaquer les aventuriers et le groupe sans avoir une bonne raison. Pourquoi il les attaque? Parce qu'il est affamé, parce qu'il les voit comme des proies, bref, il faut Parce qu'il y ait qu'ils sont dans leur pensez à territoire, voilà, il y a plein de trucs. c'est pas là où un monstre n'a pas besoin de cette raison, parce que le monstre, comme son nom l'indique, va attaquer dans le but de plonger le chaos, de propager le mal, ou parce que c'est du coup dans sa nature de juste tuer, pas pour manger, pas pour se nourrir, mais le fait de juste tuer. C'est ça. L'animal, lui, ne le fait pas par hasard. Vous êtes sur son territoire, vous êtes trop près de ses petits, l'animal est affamé, et donc il y a toujours une porte de sortie pour les joueurs sans combattre. Pour moi, un animal, si la seule porte de sortie c'est le combat, c'est qu'il a été mal écrit par le MJ, qu'il a été mal pensé. Oui, Il doit y avoir d'autres options. Pareil, un animal amical, s'il est maltraité par les joueurs ou par exemple un compagnon qui n'est ils oublient de le nourrir, ils oublient de lui donner à manger. Bon, il se débrouillera pendant un temps, mais il y a un moment où il va juste faire, c'est pourquoi je continuerai à les suivre et à partir partout. Il faut que je trouve ma nourriture moi-même, je vais aller la chercher moi-même et je vais plus les suivre. ça peut être ce genre de choses, en effet. La fidélité n'est pas acquise. Ou alors, euh, imaginons un animal qui peut ressusciter pour X ou Y raison. C'est son pouvoir. Mais quand il ressuscite, il a quand même la mémoire de ce qui s'est passé. Si les joueurs l'utilisent comme testeur de pièges et qui meurt en boucle et en boucle et en boucle, il y aura juste un moment où il va plus réapparaître. Et vous le faites passer un antagoniste, justement, qui à force d'avoir expérimenté tant de morts, il a développé une conscience supérieure et c'est devenu, je sais pas, Un un- esprit, plus, un spectre, un quelque chose dans le spectre, ou genre. alors qu'il a fait un pacte avec un démon plus puissant, justement pour se venger des aventuriers, et que ça devient un antagoniste plus tard, que les aventuriers auront créé. C'est Tout à rigolo fait, aussi. ouais.
Oui, parce qu'il y a des jeux de rôle qui le font ça. Par exemple, je joue à Tillestel en ce moment. Sur la fiche de personnage, il y a un encart pour les familiers et il y a une zone de points de maltraitance, littéralement. Ah ouais, C'est carrément. tu as 3 cases, voilà, et si le joueur coche les 3 cases, je crois, tu as ton animal qui se rebelle et qui ne t'écoute plus. Donc vraiment, tu as vraiment des systèmes comme ça qui existent où tu as les MJ qui le pensent en mode: «Ouais, bah, voilà, bah, là, vous avez une limite à ce que vous pouvez faire à votre, familier, donc c'est important de bien le traiter. Faites des conneries avec et vous allez gagner des points de maltraitance». Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, il y a un système comme ça dans Cyberpunk qui est pas pour les animaux, mais c'est, des points de loyauté, sur l'animal. Imaginons, si je reprends le système de Cyberpunk, Red, Ouais, vous avez, une échelle de 10 points de loyauté pour un animal. 10 étant le maximum, c'est-à-dire que plus l'échelle de loyauté est haut, plus l'animal acceptera de faire les choses sans broncher sans ou sans broncher. poser de questions. Quitte à mettre, sa vie en danger, si c'est très élevé. En fait, grosso modo, si le joueur demande une action à son animal, qui va à l'encontre de ses instincts et qui va à l'encontre de sa sécurité, l'animal fait un jet de loyauté, vous lancez un dé 10 et si le score est inférieur à son À score sa de loyauté. loyauté, alors il acceptera de faire l'action. Et en contrepartie, ce que vous faites, c'est qu'à la fin de chaque séance, vous avez un petit tableau de si le joueur a fait ça, il gagne tant de points de loyauté avec plusieurs éléments. Vous en mettez 4-5, hein, a accordé du temps pour son animal, l'a bien nourri, À le, soigner une blessure, a pris une blessure pour lui, oui, l'a protégé lors d'un événement. Et de l'autre côté, vous faites a donné l'a envoyé au danger, l'a ignoré, la l'a frapper, enfin bref. frappé, et là, du coup, vous avez des points positifs et des points négatifs et vous regardez, et du coup, si la loyauté de l'animal atteint 0, l'animal se rebelle contre son propriétaire. C'est ça, mais vous pouvez vraiment faire des systèmes comme ça qui vont créer du jeu déjà Oui. parce que, voilà, c'est toujours intéressant. C'est dans le jeu de rôle, le principe, c'est qu'on joue malgré tout, donc il faut cette partie-là. Mais en effet, ça s'inclut aussi dans le RP et scénaristiquement. La façon dont vous traitez votre animal va se ressentir dans le jeu et c'est génial. Et ça permet en plus, si en effet vous mettez un système de loyauté comme ça, d'empêcher d'avoir les joueurs qui utilisent leurs animaux comme kamikazes, comme ça arrive malheureusement très souvent, ou envoyer votre animal scout, alors que c'est extrêmement dangereux. Ça peut aller à l'encontre de ses, instincts et si vous faites ça, bah, vous vous doutez que votre animal, peut-être à un moment, il reviendra pas ou ce genre de choses. Donc ça peut être un moyen pour éviter en effet aux joueurs de faire n'importe quoi avec les familles. Bon, certains s'en foutent et en reprendront un plus tard, mais je pense que certains éviteront ça. Sur une table, j'ai fini avec plusieurs familiers car j'ai récupéré les familiers des mages qui nous a attaqués. Et justement, je les chouchoutais pour gagner leur loyauté et les avoir en alliés le moment venu. Oui, par exemple, voilà, ça c'est intéressant à faire en termes de RP. Vous rencontrez un animal qui est maltraité par un personnage et vous le récupérez en ayant été un meilleur maître que son ancien maître. C'est encore une fois quelque chose qui peut être très intéressant narrativement. Mais bon, avec toutes ces discussions, le temps est passé très, très vite sur le fait Ouais. de parler des animaux. Toi, je sais que c'est un sujet qui te plaît, hein, les animaux. J'aime les animaux, voilà, c'est comme ça. J'ai j'ai grandi dans la campagne gersoise, aux côtés des vaches et des poules. Et puis, c'est vrai que sur ce stream, on n'aime pas les animaux. C'est pour ça qu'il n'y en a pas, absolument pas 3 sur le display à l'heure actuelle. Ouais, Il n'y a absolument pas le corps PJ et et Fumble. il y a pas plein de moments où on me voit avec les chiens, et je crois que mon chat est jamais venu durant les streams. Non, on n'a jamais vu ton chat en live. On le verra, pardon, je veux dire, dans une autre vidéo peut-être. En tout cas, Enfin, bah, merci vas-y. d'être venu et Valérian, tu as été très présent, donc merci. N'hésite pas à revenir et à parler, c'est tout le principe de l'émission, on répond énormément avec le chat.
et ça fait partie de l'émission d'avoir le chat qui s'anime et qui discute avec nous. Donc, merci à toi. J'espère que ça t'aura plu, ce premier live en notre compagnie. Merci évidemment à Gagiel et à Mathilde aussi, qui ont été très présents. Merci à Cernan, s'il voit ce passage, qui était là aussi tout à l'heure. Les animaux, en effet, bah, c'est un sujet qui est très intéressant. Ça me surprendrait pas un jour qu'on voit quelqu'un qui veut venir sur un DLTR là-dessus, potentiellement. En effet, ça pourrait être très intéressant de. De voir ce qu'un autre MJ pourrait dire sur les animaux. Hop là. Eh ben, je te propose, on a le copain Olshad qui est en live En live? sur un petit jeu multijoueur de survie. Bah écoute, on envoie chez Olchad. Donc, je vous propose de faire ça. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi. Hop là, on va lancer un raid. D'avoir suivi la discussion. Merci à tous les followers silencieux parce que mine de rien, on en a eu quelques-uns, je vois. Et merci du coup, d'avoir pris au moins le temps de nous écouter. Et là-dessus, Déléterme, reviendra dans 2 semaines, en théorie. Voilà, nous, le live la semaine prochaine, tout de même. Ouais. BD les termes dans 2 semaines. On vous fait de gros bisous. Passez une bonne soirée et bon dimanche à tous. Bye. Bye.